Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Raconte-nous. On met en lumière, comme chaque mardi, un métier ou un parcours de vie. Et aujourd'hui, on est avec notre jolie Paulina. On est trop contents, enchantée. Moi, je suis hyper honorée d'être là aujourd'hui. C'est trop mignon. C'est la première fois que je participe à un podcast. Je suis absolument ravie. Je ne sais pas exactement où est-ce que cette conversation va nous emmener, mais j'ai hâte de la vivre avec vous. Eh ben écoute, laisse-toi te guider, porter. On est là, tu vas Avec voir, plaisir. ça va être une super conversation. Ça va être très très smooth. Et on va commencer d'une manière très douce, par une question très simple, Paulina. Okay. Comment tu te sens, mais comment tu te sens vraiment aujourd'hui ? Ah, j'adore cette question, ça fait du bien de se dire les vraies choses. Aujourd'hui, vraiment, je me sens calme. J'ai fait du yoga ce matin, donc je me sens très lucide, très ouverte à tout ce qui pourrait se passer. Je me sens assez bien ancrée par rapport à la semaine dernière, en tout cas, où j'étais beaucoup plus dans ma tête, absorbée par beaucoup de choses. Là, je me sens calme, j'ai super bien dormi, je me sens hydratée, j'ai bien mangé, enfin tu sais, j'ai vraiment tu te sens bien, il y a des jours comme ça où juste t'es bien quoi. Tout le self-care des 2-3 jours sont en train de complètement s'aligner et résonner, je me sens dans un très bon mood. J'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de sujets dans ma tête, mais que j'arrive à les traiter de façon plus calme en fait. Je me sens dans un très bon mood. Pas submergée un peu non, je me sens bien. Du coup, Charlotte t'a présenté. Tu es tarologue. Avant du coup de retracer un petit peu tout ton parcours, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le mot tarologue ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je suis très contente que tu me poses cette question parce que dès que ça touche aux cartes ou que ça touche à ce qui est un petit peu ésotérique de près ou de loin, j'ai l'impression qu'on met tout dans le même panier qui s'appelle le panier Harry Potter, tu vois, le panier divination, je peux rouler mes yeux dans l'orbite et communiquer avec mon grand-père qui n'est plus là, tu vois. Enfin, alors c'est vrai qu'on entend en fait tout et n'importe quoi. Mais c'est tout à fait. En effet. Et je pense que malheureusement aussi c'est parce qu'il y a des personnes qui font aussi un peu tout et n'importe quoi. Et je pense qu'effectivement c'est important de faire la distinction. Donc, exactement. Moi je trouve qu'il y a vraiment plusieurs métiers qui sont vraiment distincts. Je pense qu'il y a vraiment des psychologues qui sont purement dans une thérapie classique. Je pense qu'il y a des médiums qui sont complètement de l'autre côté du spectre, qui te disent qu'ils communiquent avec, je sais pas, j'ai pas bien compris moi-même, l'au-delà, des dimensions, je sais pas. Bon, bref. Moi, je m'identifie ni à l'un ni à l'autre, parce que j'ai pas du tout un parcours classique en termes de thérapie. Donc, je me présente parfois comme thérapeute pour qu'on comprenne ce que je fais, mais je ne suis pas du tout psychothérapeute et je ne me sens pas non plus connectée avec des dimensions Halloween. Enfin, bon, je dis ça, je veux dénigrer personne, mais c'est juste que parfois c'est un peu amusant. Bien sûr. Voilà, tout cet imaginaire. La tarologie, en fait, c'est quelque chose qui, je pense, se situe un peu au milieu de tout ça. La tarologie, c'est la connaissance du tarot. Tu es tarologue si tu connais chaque carte du tarot comme tes enfants et que tu peux parler de chaque carte pendant 3-4 heures parce que chaque élément de l'illustration de la carte te ramène à des concepts, à des clés en fait de compréhension. Moi je suis tarologue parce que j'ai une très très bonne connaissance du tarot, mais je ne m'en sers pas du tout pour faire de la divination ou pour faire de la voyance. Je sais qu'on me le demande beaucoup, je sais que les gens sont un peu fascinés par ça, mais je me sens incapable de faire quelque chose qui n'est pas en phase avec ma perception du monde. Et c'est un avis qui est purement personnel, ça n'engage que moi, mais je ne crois pas du tout que l'avenir soit déjà tout tracé. C'est pas du tout mon postulat de départ dans mon travail. C'est-à-dire que tu penses qu'on n'a pas de destin ? Enfin, rien n'est... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je sais que... Figé, mais ça, c'est un débat que j'ai régulièrement avec des proches, que j'ai beaucoup avec des clients. Mais c'est vrai que je crois pas à la notion de destin. Je crois profondément qu'on est tous acteurs de notre vie. Je pense qu'on est capitaine du bateau et que tu décides en permanence ce que tu fais avec ton bateau.
en particulier dans les grands moments de vie où tu as vraiment un tournant, quoi, A ou B, tu vois. Tu fais ces études ou ces études, tu gardes ce job ou tu le quittes. Bon, là, ok. Mais je pense qu'on est capitaine du bateau 365 jours par an, 24 heures sur 24, y compris, j'ai même envie de dire surtout, dans les petits détails. Tu vois, comment tu t'alimentes ? Tu écris ta vie en fonction de ça. Comment tu communiques avec les gens ? Tu écris ta vie en fonction de ça aussi. Pour moi, on fait une somme de petits choix inconscients dingues chaque jour et on écrit en fait son histoire. Et du coup, tu penses pas que, par exemple, on dit toujours les choses qui doivent arriver finissent par arriver, ou tu vois les rencontres où on se dit ah mais c'est quand même un truc de fou, si j'étais pas là à ce moment j'aurais jamais rencontré cette personne. Tu te dis pas que effectivement, moi je suis assez d'accord avec toi, enfin moi je suis, pour le coup je suis partie, enfin je suis côté on a tous un destin, mais que ça veut pas dire qu'on reste assis sur une chaise et qu'il va se passer ce qui doit se passer et qu'effectivement on doit faire les choix qui nous amènent à, mais je veux dire dans les grandes lignes, par exemple si tu dois faire une rencontre, on va dire par exemple l'amour de ta vie, à un moment ou à un autre, c'est peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, mais tu finis par rencontrer cette personne-là parce que c'est écrit entre guillemets, ça fait partie de ton chemin de vie, quoi. Ce que tu dis, ça m'amène à plein de trucs. La première chose, je te dis comme ça me vient, tu vois, parce que j'essaie d'être la plus spontanée possible dans ma réponse, mais j'ai la sensation que moi, je me mets dans ce mindset-là pour me dire en permanence que je suis actrice de ce qui m'arrive. Je comprends. En fait, ce qui m'effraie, c'est un grand mot même, dans le mot destin, c'est la passivité qu'il y a derrière. C'est de te dire, ah bah, de toute façon, c'est écrit, donc je vais rester dans ma chaise longue à siroter des mojitos et ma vie va venir à moi. Mais pour moi, dans cette posture-là, en fait, tu n'es pas suffisamment proactif pour aller chercher ce que tu dois vivre, pour aller créer ce que tu dois créer, construire ce que tu dois construire. Donc, peut-être que c'est une façon de voir les choses qui, moi, me fait du bien. Je pense que chacun doit avoir une vision des choses qui lui correspondent. Bien sûr. Toi, tu me disais que tu es plutôt dans la team « je crois au destin ». Je pense que si c'est quelque chose qui te provoque de l'apaisement, si ça te rassure, si ça crée de la beauté dans ta façon de voir les choses, mais dans ce cas, tu as 1000 fois raison de le faire, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on respecte les différentes visions du monde. Je pense que personne n'a tort ou raison, tu vois. Mais c'est juste que dans mon approche de mon travail, j'ai envie de responsabiliser les gens sur leur capacité à créer leur propre vie des rêves et à ne pas être passif dans ce désir-là, tu vois. Pour moi, si tu dis aux gens en retournant les cartes, l'amour de ta vie arrive, t'inquiète, tu vois. Mais en fait, dans ce cas, la personne ne va peut-être pas aller ouvrir des portes qu'elle aurait dû aller ouvrir pour provoquer certaines choses. Dans ce cas, tu restes à mater Netflix à la maison parce que la dernière saison de je sais pas quoi, elle est sortie. Et du coup, tu n'es peut-être pas autant ouvert à l'autre, à l'imprévu, à la spontanéité, parce que tu pars du principe que ça va te tomber dessus. Et je suis assez d'accord, et c'est d'ailleurs aussi un des biais, c'est que quand on t'annonce quelque chose, donc quand tu veux te faire tirer les cartes, c'est vrai que et toi, je pense que c'est aussi ce que tu dis d'ailleurs avant toutes tes consultations, c'est que il y a rien qui est figé parce que effectivement, sinon tu finis dans l'attente. En fait, t'es dans l'attente de dire ah bah on m'a dit ça, du coup ça va arriver. Du coup effectivement, je vais me balader, je vais faire 2-3 balades, mais globalement ça va me tomber dessus, tu vois. Moi je trouve que c'est tellement joli de travailler sur soi. Je trouve que c'est l'une des choses les plus humble qu'on puisse faire, c'est de se dire cette personne-là est un work in progress. Cette personne-là aussi, cette personne-là aussi, tous vos proches, tous mes proches. On est tous des work in progress. Et d'avoir la démarche consciente, de chercher à s'améliorer, de travailler sur soi, d'avoir conscience de ses forces, d'apprendre à mieux les mettre en lumière, d'en faire des outils qui te servent plus dans ta vie de tous les jours. Et aussi d'apprendre à regarder tes faiblesses et à te dire, bon, est-ce que cette faiblesse, elle me plaît? Est-ce que j'ai envie de la garder? Est-ce que j'ai envie de me muscler un peu à cet endroit-là? Tu vois? Pour moi, c'est humble et c'est le travail d'une vie entière que de travailler sur soi. Et pour moi, quand tu travailles sur toi, tu provoques les améliorations que tu veux voir dans ta vie. C'est pour ça que la notion de destin
moi je la trouve tellement belle dans un film, tu vois. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai pas envie de partir de ce principe-là, parce que j'ai pas l'impression que ça me booste. Bien sûr. Si tu me dis, Pao, tu vas faire un carton, tu vois, mais alors je reste chez moi. Parce que de toute façon, visiblement, l'univers va me l'envoyer d'une façon ou d'une autre, tu vois. Moi, j'ai envie de me dire que je me lève le matin et je vais vivre les moments que je vais me créer. Et si j'ai un succès, c'est pas le destin. Tu vois, toi qui te l'es fait. non, si j'ai un succès, franchement, j'ai envie d'avoir le crédit. Tu vois, j'ai pas envie de dire merci à l'univers. J'ai envie de me dire que c'est parce que j'ai bossé, parce que j'ai cru en moi, parce que j'ai peut-être proposé quelque chose à la bonne personne, ça a fait sens, ça s'est construit. Moi, quand je vis un succès, j'ai envie de me remercier moi et j'ai envie de remercier les gens qui ont permis que ce soit possible, tu vois. Au bout d'un moment, si tu désincarnes ça et que tu dis c'est l'univers qui me l'a envoyé, je suis pas sûre que tu te mettes dans le meilleur mindset possible pour profiter de tes victoires et savoir en créer d'autres. Enfin, je sais pas, moi ça n'engage que moi bien sûr, tu vois, mais c'est un peu ma philosophie de vie et c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que j'aborde une consultation de tarot avec quelqu'un. Donc pour revenir à ta question qui était qu'est-ce qui se cache derrière le mot tarologue, je pense que chaque tarologue a une approche différente. Bien sûr. Comme chaque thérapeute ou chaque masseur ou chaque... Oui, exactement. Il y a des méthodes différentes, il y a des jargons différents, il y a des positionnements différents dans la consultation. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'on parle un peu 50-50. J'ai toujours très envie de parler à mes clients parce que j'ai toujours tellement de choses à leur dire, à leur transmettre, à leur proposer. J'essaye de les emmener vers des réflexions différentes. Mais j'aime qu'ils aient vraiment l'espace et le temps de formuler aussi ce qu'ils ont en eux-mêmes et qu'ils n'ont peut-être pas l'espace de dire ailleurs. Parce qu'au final, quand une copine te demande « Comment ça va toi ?» C'est la première question que tu m'as posée. C'est tellement facile de dire bah, ça va top et toi et on passe tout de suite à autre chose et on enchaîne. Sauf que dans une consultation de tarot, ton portable il est éteint. Personne ne te parle, t'es pas dérangé par le monde extérieur. T'as plus cette notion de temps même. Non, t'es dans une espèce de bulle à toi où tu peux te reconnecter profondément à ce que tu ressens, à tes besoins, à tes objectifs, à tes désirs. Tu peux te reconnecter avec les choses que tu viens de vivre et que tu n'as pas eu le temps de regarder en face. C'est un espace de digestion, je trouve, de tout ce que tu viens d'expérimenter dans ta vie. Et c'est un espace où tu dialogues, et moi je fais comme si les gens dialoguaient avec moi. Enfin là, dans le cadre d'une consultation téléphonique, tu vois, ou dialoguer avec moi. Mais en final, j'ai parfaitement conscience que les gens se parlent à eux-mêmes. Bien sûr. Et ça me fait plaisir d'être juste le bon prétexte, la bonne figure en papier qui les aide à se parler à eux-mêmes, tu vois. Moi, je sais que si je me demande à moi-même comment ça va, Pao, bon, bah, on passe vite à autre chose. Mais quand tu lances la conversation et que tu te dis, bah, en ce moment, ça va pas top. Ah bon, pourquoi ? Et qu'au final, tu as le temps de dérouler le fil et que tu peux entremêler cette introspection avec la symbolique des cartes du tarot. Pour moi, tu peux faire un travail très complet, très subtil, tu vois, très profond. Et moi, c'est des moments que j'adore. J'ai même pas l'impression de bosser, tu vois. Mais c'est tellement des moments qui me nourrissent. J'ai tellement la sensation d'être à ma place. J'ai tellement l'impression d'aider ces personnes qui ont besoin de moi. Et que eux me donnent tellement aussi. Moi, ce qui est magique dans mon métier, il faut se rendre compte de ça, j'ai tellement de chance, c'est que plusieurs fois par jour, tous les jours, j'ai un entretien de 1 heure, 1 heure et demie avec une personne que je n'aurais pas rencontrée. C'est vrai. J'ai l'impression de faire rendez-vous en terre inconnue 4 fois par jour, tous les jours. Tu sais, non, mais de parler avec une petite nana, 18 ans, qui habite dans le sud. 2 heures plus tard, avec une femme de 55 ans, qui est dans une carrière de ouf, qui habite à Paris et qui est dans telle réflexion. Puis de parler avec un mec de 30 ans qui a peur de devenir père. Puis
En fait, c'est des profils tellement différents. Des profils tellement différents. Et c'est pas des profils avec qui on parle de la pluie et du beau temps. Et je sais pas, des conneries de le Covid c'est chiant et la pluie ça mouille. Tu vois on passe directement le small talk. De toute façon, ça a jamais été mon tempérament d'apprécier le small talk. J'ai jamais su faire ça. Bien sûr. En soirée, je suis la nana qui sait pas faire du small talk. C'est terrible. Tu vas direct, quoi. Allons dans le deep tout de suite. Voilà. Donc j'ai des conversations deep avec des gens qui n'ont rien à voir. Tout le temps. Et pour moi aussi, c'est incroyablement enrichissant. Et d'ailleurs, Paulina, déjà merci pour cette introduction parce que je pense que c'est très important de recentrer un peu tout ça. Avant d'en parler davantage, on revient au commencement. J'aimerais vraiment revenir à ce commencement de la petite Paulina. Ouais, très bien. Est-ce que c'est un métier que tu imaginais faire quand tu étais petite ? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je sais pas pourquoi ça me touche que tu me poses cette question, c'est bizarre. Ça vient appuyer sur un truc. Tu sais, quand j'étais enfant, j'avais une enfance qui n'était pas du tout une enfance classique. Bon, en même temps, je crois que ça veut rien dire, une enfance classique, mais par rapport aux gens de notre génération qui vivent à Paris, tu vois, j'ai pas eu la sensation de vivre du tout la même enfance qu'eux. J'ai eu une enfance où on était très nomade, j'étais déscolarisée, j'avais une qualité de vie de malade. J'ai eu une enfance, c'est pas une enfance, c'est un conte de fées sur plein d'aspects. J'ai eu une enfance, tu vois, où j'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps allongée dans l'herbe. Moi, tu me dis enfance, je me vois allongée dans l'herbe. Où je me vois dans des grands paysages hyper dégagés, tu vois, au Maroc. Je me vois sur des plages. Je me vois dans quelque chose de très serein. J'ai été entourée de gens très cultivés qui m'ont appris tellement de choses quand j'étais déjà tellement jeune. Moi, j'ai l'impression qu'à 3 ans, 5 ans, on me parlait presque comme si j'étais déjà une grande, tu vois. On m'a jamais parlé genre gaga, pas du tout. On m'a tout de suite parlé de choses profondes. J'ai fait des grands voyages pendant toute mon enfance. Ça m'a donné une ouverture d'esprit, tu vois, folle, je trouve, pour un enfant. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis tellement reconnaissante de mes parents qui m'ont permis d'avoir une enfance, mais dorée. J'étais entourée de gens passionnants. On allait au théâtre tout le temps. On faisait des 3 cinémas dans le même après-midi de suite avec ma mère. Elle m'emmenait tout voir. Tout. Ça faisait vraiment partie de ton éducation parce que du coup, tu dis que tu as été déscolarisée, mais du coup, t'as appris en fait grâce à la vie, même là où tu étais, en fait, même par rapport, j'imagine, à la nature, tout ce qu'on apprend nous sur un SVT, bouquin en mode en SVT où on te dit ça c'est un fossile ou je sais même plus ce qu'on nous raconte, sur les plantes et tout, toi tu les vois en fait les plantes, tu vois. Ouais, exactement. Tu sais, moi jusqu'à la 6e, c'était ma maman qui était ma professeure. Et ma mère, c'est pas du tout une femme conventionnelle, c'est un personnage. Tu vois, je rigole parce que je l'aime tellement, elle est géniale, elle est merveilleuse, mais c'est clairement quelqu'un à part, tu vois, dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, dans sa vision des choses. Et quand elle me faisait des cours d'histoire, elle me disait « Oh, ça nous emmerde, ce livre, on y va !» C'est incroyable. Et donc l'histoire, par exemple, des rois de France, on l'a entièrement fait à Versailles. Tu vois, moi j'ai ces souvenirs-là. Alors ça se passait comme ça, la chambre du roi, ça a été construit, ça c'était la première construction, puis ensuite ils ont rajouté ça. Incroyable. Tu vois, en plus ma mère est vraiment passionnée d'histoire, donc elle m'a emmenée faire les châteaux de la Loire, strictement tous les musées sur notre route, on les a tous faits, tu vois. C'est génial, je trouve, parce que même nous, je pense que même vous, qui se souvient de l'histoire des rois de France, typiquement, Ah mais moi je me rappelle de tout. Mais c'est parce que c'était passionnant. Et tu l'as vécu, surtout, tu l'as ressenti plus. Nous, on est là, vous lisez la page 22, bon, ok, les rois de France, très bien, et puis point, en fait. On passe au prochain chapitre. chapitre. Chasse d'eau, et on oublie, en fait. Tu sais, moi, je suis pas rentrée à l'école avant d'avoir 14 ans. C'est l'année où je suis rentrée en première. Ok. Et jusqu'à mes 14 ans, j'ai eu une approche complètement différente de l'éducation. C'est-à-dire que déjà les concepts de matière, c'était pas du tout aussi catégorisé que dans une éducation classique.
Histoire et géo, c'est très bizarre d'en faire deux matières distinctes, franchement. C'est très 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 similaire. Oui. Parce que tu vois, les frontières, elles ont été déplacées tout le temps au fur et à mesure de l'histoire. Et puis l'histoire des peuples, c'est pas des histoires de peuples qui flottent comme ça. C'est des peuples sur des territoires, tu vois. Donc pour moi, ça m'a toujours paru bizarre quand je suis rentrée dans le système scolaire après, de dire mais pourquoi on fait une distinction, tu vois. Et français et philosophie, ça devrait être un peu pareil aussi. Ou philosophie et littérature, ça devrait être un peu pareil. Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai reçu une éducation où les choses étaient beaucoup moins cloisonnées. J'ai très vite parlé anglais, j'ai très vite parlé espagnol. Et donc, je lisais beaucoup en anglais, je lisais beaucoup en espagnol. Je m'intéressais à ces différentes littératures sans me dire que la littérature française, c'est la seule qui existe dans le monde. Bien sûr. Puis, on voyageait énormément. Parce que mes parents avaient des vies professionnelles qui leur permettaient d'avoir cette flexibilité. Même parfois, pour mon père, c'était extrêmement arrangeant de pouvoir voyager pour développer ses business, etc. Et comme ma sœur et moi, on était déscolarisés, il n'y avait pas cette attache qui nous bloquait dans une seule ville, qui nous bloquait dans une routine. Bien tu te lèves à 7 heures, nanana. Donc, on bougeait beaucoup. Je me souviens d'avoir passé du temps un peu partout, d'avoir fait, je sais pas, peut-être 20 pays avant mon adolescence, tu vois. Et c'était, bon, peut-être que ça paraît pas si fou, mais pour moi, ça a été une nourriture dingue, en fait. Et une ouverture d'esprit sur le monde, sur les différentes cultures qui est incroyable, en fait. Ouais, c'est magique. Puis je me rappelle de ma nounou. J'avais une nounou espagnole qui s'appelait Consuelo, qui me parlait tout le temps de son enfance en Espagne, qui me chantait des berceuses en espagnol. Moi, quand tu me dis une berceuse, j'ai plutôt des sons, des sonorités espagnoles qui me viennent en tête. Elle me parlait de la guerre d'Espagne, donc après j'ai été fascinée par la guerre civile espagnole. Après, je voulais écrire un documentaire sur le truc et tout. Et puis, ma mère peignait, donc elle m'a fait... Enfin, je sais pas comment dire, mais elle m'a beaucoup sensibilisée à l'histoire de l'art. Puis j'ai rencontré mon mari très jeune, qui est artiste depuis toujours, donc ça m'a aussi ouvert d'autres portes sur l'histoire de l'art. Enfin, je suis en train de complètement m'éloigner de ta question qui était « Est-ce que tu t'imaginais tarologue quand tu étais enfant ?» Ce pourquoi j'ai pris cet immense détour pour te répondre, c'est que dans mon enfance, tout était possible. Oui, il n'y a pas eu de... En fait, tu vas... Parce que nous, en fait, on peut connaître parce que... Enfin, voilà, c'est-à-dire que nous, notre enfance, c'est exactement l'opposé de ce que tu es en train de nous décrire. Et nous, comme ce qu'on peut dire un peu une enfance un peu classique, bon, bah, tu vas à l'école... on te dit que tu dois faire telle étude et puis ensuite tu auras tel poste et puis voilà. Toi, en fait, t'es... les bonnes notes, le stress des notes aussi. Oui, aussi. Toi, tu étais dans une... Enfin, quand tu me décris ton enfance, je dis, ouais, il y a plein de couleurs, c'est beau, c'est la nature. Et du coup, effectivement, tu te dis, mais en fait, je ne suis dans aucune case et tout est possible. Et donc, c'est ce que tu... En fait, j'ai deux infos qui me viennent là quand tu me parles. La première, c'est que tu sais, moi, j'ai appris à faire de la musique quand j'étais très très jeune. Mes parents m'ont mise au piano. Franchement, je devais avoir peut-être 3 ans. Enfin, j'ai l'impression que j'étais tellement petite que mes pieds ils étaient loin du sol. Tu sais, sur le, mais loin, mais vraiment pas du tout proche, tu vois. Et je me rappelle que je faisais beaucoup de piano. Je me rappelle que j'ai su lire la musique avant de savoir lire les mots. Okay. Et donc j'étais dans une période où j'avais fait le conservatoire, j'avais vraiment une grande implication dans le piano et j'avais dit à ma mère mais est-ce que du coup ça veut dire que je dois être pianiste? Ah ouais. Okay. Parce que je voulais savoir en fait est-ce que vous me faites faire autant de piano dans le but que je devienne pianiste? Et elle m'a dit moi j'espère que tu seras pas pianiste parce que c'est une vie extrêmement solitaire d'une personne et de son instrument. C'est énormément d'heures de répétition, de travail, de musculature, etc., de composition même, tu vois, dans une pièce fermée avec un piano et tu dois être seule pour cultiver ton art. Et je te souhaite pas d'avoir une vie aussi solitaire. Ça m'est tellement resté dans la tête parce que je me suis dit, ils investissent tellement pour que je sache jouer au piano de façon comme si tu voulais magnifique, en faire ton métier, comme si je voulais en faire mon métier. Mais on ne fait pas peser cette pression sur moi. Donc j'ai le droit de faire des choses à fond sans pour autant me laisser étiqueter par la chose que je suis en train de faire. Je peux le faire parce que ça me fait plaisir de le faire,
parce que ça m'apprend des Bien choses, sûr. parce que ça me construit identitairement parlant, Bien sûr. parce que ça m'apporte des expériences qui m'éveillent, qui m'ouvrent l'esprit. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est obligé d'être mon métier. Donc, j'ai jamais eu cette sensation que parce que je fais quelque chose, ça doit me définir. Il y a toujours eu un truc très très libre par rapport à ça. Je me souviens de mes parents aussi, autour d'une table, à un dîner, qui me disaient « Tu fais ce que tu veux tant que tu le fais bien. Ouais, Tu fais ce que tu veux, bien sûr. tant que tu le fais bien. Tant que tu t'investis, que ça te plaît et que tu as de l'ambition dans cette chose-là et que tu vas avoir envie de toujours chercher la progression, au fond, le domaine, on s'en fout, fais ce qui te fait plaisir. Ouais. Je me rappelle que ça m'a énormément déculpabilisée. Je sais que ma mère a changé plusieurs fois de métier dans sa vie et qu'à chaque fois, elle a vécu ça comme des renaissances super lumineuses et en même temps extrêmement normales. C'était pas des cérémonies, hein. Oui, oui, oui. C'était pas mon dernier jour dans Oui, ce métier. voilà, ouais, mais oui. C'était des transitions d'une fluidité, mais limite Ouais. du non-événement. Ouais, Donc j'ai eu l'impression qu'on pouvait... que c'était normal, ouais, en fait, que c'était des chaises musicales. Et si t'en as marre de ta chaise, bah tu bouges. Ouais. Et quelqu'un d'autre la prendra. Et c'est ok. Ouais. Mais c'est tellement ok. Moi, j'ai vraiment grandi dans cette idée que ton métier ne te définit pas. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai reçu de ma mère. J'ai eu la sensation que un métier, c'était quelque chose que tu devais faire parce que ça te passionne et parce que ça t'enrichit. Et le jour où ça t'emmerde, bah, ça t'emmerde. Ouais, mais ce que je trouve super intéressant du coup, c'est que j'imagine que ça te... Là où nous, on est déjà un peu bridés et que, bah voilà, on te dit que t'es déjà dans un chemin alors que t'as 8 ans, toi, du coup, en te disant que tout est possible, ça, je pense hein, que ça te pousse à toi-même, du coup, raisonner de telle manière à te dire, ok, mais en fait, qu'est-ce que j'aime faire ? Oui. De là en faire mon métier, tu vois. T'as cette liberté-là, du coup, de vraiment te poser les questions de ah, mais attends, mais si je suis libre de choisir, mais alors du coup, je vais vraiment me poser sur la question qu'est-ce que j'aime faire ? Et cette question-là, tu te la poses pas à 30 ans en mode gros déclic de vie parce que tu te l'es jamais posé avant. Toi, en fait, c'est quelque chose que je pense que même tu remets en cause tout le temps, voilà, parce que depuis petite, tu l'as vécu comme ça, tu vois. Ouais, moi je me rappelle que j'ai eu envie de faire plein de métiers différents dans mon enfance. Le tout premier, c'est ridicule, je voulais être flic. Ok. Mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, Écoute, parce que j'étais passée devant l'Assemblée nationale. Ok. Mais en voiture à 3 ans, tu vois, à l'arrière, dans un siège pour les bébés. T'as kiffé les costumes, et quoi. J'ai vu les costumes. Tout compris. J'ai kiffé les costumes. Je me suis dit, un costume, c'est pas mal. Je me suis dit, c'est marrant, c'est un jeu. Ouais. En fait, ils sont pas du tout méchants. Ouais. Enfin, tu te déguises, quoi. Tu te déguises. Ouais. Donc ça, mais bon. 2 secondes plus tard, je voulais pas user ce flic, hein. Mais la notion du déguisement, comme je le percevais avec mon regard d'enfant, m'a plu. Après, je voulais absolument être philosophe. Ok. Parce que je m'étais dit, excuse me, c'est le meilleur métier de la Terre. Ouais. C'est-à-dire, t'es payé pour réfléchir différemment que les autres. Ouais. Génial. Est-ce que c'est pas le meilleur métier de la Terre ? Je me suis dit, mais c'est génial. Tu peux bosser sur les thématiques que tu veux et tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir un point de vue qui puisse nourrir un peu la réflexion générale. Tu vois, ramène ton petit grain de couscous dans le truc pour qu'on puisse réfléchir à d'autres perceptions du monde. Je me suis dit, mais alors ça, là c'est pour moi. Je le prends celui-là. Voilà. Après, j'ai eu la phase où j'avais très envie d'être styliste. En fait, ce qui m'attirait, c'était la créativité. Je voulais faire des bijoux, de la déco, machin. Je voulais pouvoir réunir plein de sources d'informations, plein de sources d'inspiration différentes et créer des univers. Donc, tout ce qui touchait à la créativité, ça me parlait. J'ai eu très envie de faire du cinéma parce que quand j'étais adolescente, j'étais actrice. Ok. J'ai fait 5-6 films dans mes années d'ado. C'est quelque chose qui m'a passionnée. C'est quelque chose qui m'a fait tellement vibrer, qui m'a tellement fait grandir. Ça m'a ouvert des portes dans le mental, je peux pas vous dire. Ah ouais. J'ai adoré. T'as passionné.
Raconter des histoires. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur de tous les métiers que tu voulais faire. Parce que se mettre dans un costume, c'est raconter des histoires. Être philosophe, c'est raconter une histoire. Faire des bijoux, des vêtements, c'est aussi raconter un univers. Oui. Et le cinéma, là, c'est carrément prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Tous les métiers que j'ai fait dans ma vie, c'est des métiers où je racontais des histoires. Ouais. J'ai été journaliste pendant 7 ans. Ouais. Ça consiste clairement à raconter des histoires avec une caméra et avec ta voix, etc. J'ai été actrice. Je racontais des histoires que je n'avais pas écrites moi-même, mais en tout cas, je les incarnais. Ouais. Et ça me faisait complètement vibrer de raconter l'histoire avec le corps en plus. C'est génial d'avoir le corps qui est impliqué dans l'histoire. Et le visage, et les émotions, et le ton. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai fait les cours Florent. J'ai été un peu comédienne à ce moment-là. Je m'intéressais beaucoup à la mise en scène. C'était surtout cet aspect-là du théâtre qui me parlait. Ça s'appelle raconter des histoires. Bien sûr. Bon, je vais sauter tous les autres métiers que j'ai faits parce que sinon c'est long. Mais quand j'ai fait de la DA, quand j'ai été prof... J'ai été prof dans plusieurs structures différentes. À chaque fois, je racontais ce que j'ai à te raconter pour que tu apprennes. Et là, ça fait 4 ans maintenant que je travaille comme tarologue. Et c'est le métier qui consiste le plus à raconter des histoires, je crois. C'est incroyable. Ouais. Mais tu vois, il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure, je voulais juste te répondre à ça avant d'oublier. C'est que quand j'étais enfant, il y avait plein de métiers qui me traversaient la tête. Mais on me laissait être une enfant qui rêve à des métiers futurs. Il y a eu une période où il a fallu assumer que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. C'était vers la période où je passais mon bac. Ok. C'était quand? Attends, laisse-moi réfléchir. C'est en 2011. J'ai passé mon bac en 2011. Donc j'avais 15 ans, 16 ans, 15-16 ans. Et cette année-là, j'ai ressenti, peut-être pour la première fois de ma vie, une forme de pression au niveau de la suite. C'est que mon père avait très envie que je reprenne son entreprise. D'accord. Parce que c'est l'entreprise de sa vie, parce que c'est une entreprise dans laquelle il a investi tout son temps et toute son énergie depuis que c'est un tout petit chat, quoi. Oui. Et j'ai senti qu'il avait un peu ce désir de passation de flambeau, quoi. Bien sûr. Sauf que moi, la passation de flambeau, ça me chauffait pas du tout. Moi, j'avais envie de créer mon flambeau et j'avais très envie qu'il passe le flambeau à un autre de mes frères et sœurs. On est nombreux dans la famille, il y a du monde au casting. J'avais pas envie que ce soit moi. Et j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un vrai acte d'affirmation de ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. Et c'est pas non plus passé comme une lettre à la poste. J'ai senti une déception de sa part. Dans les yeux de ton père? Dans ses yeux, je sais pas, j'ai pas une scène aussi précise dans la tête. Il n'y a pas eu un moment comme ça archaïque qui m'est resté scotché dans le cerveau, mais c'est plus un ressenti, des conversations. J'ai eu l'impression que je décevais quelque chose qu'il avait imaginé dans sa tête pour la première fois. Et ça n'a pas été facile de tenir sur mes positions, parce que moi, tu vois, j'ai envie que les gens soient heureux, que les gens soient bien, j'ai envie que mes parents soient fiers de moi. Et que c'était aussi la première fois du coup que tu étais confrontée à ce genre de situation et donc tu sais pas vraiment comment gérer, tu vois. C'était vraiment la première fois où j'avais l'impression de faire un truc un peu chaud, tu vois, de décevoir un peu quelqu'un qui projette une attente sur moi et lui dire bah écoute, ton attente c'est ton problème. Et en fait moi je vais pas pouvoir écrire mes choix et mener mon bateau comme je te disais au début de cette conversation si tu me dis dans quelle direction mon bateau doit aller. Et en fait, pourquoi c'est arrivé à cette période? Parce que c'est la période où il fallait choisir les études. Et non, j'allais pas faire HEC, non, j'allais pas faire des écoles de commerce, parce que non, mon objectif n'était pas de reprendre l'entreprise familiale. Bien sûr. J'avais très envie de faire des études de littérature, donc j'ai fait Hippocagne. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais très envie d'être journaliste et donc j'ai fait des études de journalisme et je suis rentrée très tôt à Canal+. Je suis rentrée à 19 ans à Canal+. Ah oui, donc très jeune. Ouais, mais j'étais déjà en master à ce moment-là. Et dans les moments de master, on te demandait de faire 6 mois par an dans une rédaction pour valider tes diplômes. Et donc je suis rentrée à Canal+, à ce moment-là. Au JT du soir, c'était génial. Wow. Tu l'as vécu cette expérience? Ouais, j'allais te poser la même question.
Parce que du coup, tu passes j'aimerais même si tu veux bien revenir un tout petit peu en arrière et te poser la question comment on passe d'un enfant vraiment libre qui passe ses journées dans la nature à voir des paysages et des cultures différentes à... Tu disais que tu étais rentrée à partir de la première, je crois. Je suis rentrée en première, ouais. La transition, comment elle se passe? Dur. Parce que là, du coup, d'un coup, on te dit, en fait, tu vas être assise là pendant X temps et puis tu vas écouter ce cher professeur qui a plein de choses à... Ouais. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas compris pourquoi on me demandait de rester toute la journée pour m'expliquer des choses que franchement, tu aurais pu m'expliquer en 2 heures. Bienvenue dans notre monde. Ah, oui, mais bien entendu. Mais tu vois, le truc, c'est que quand tu as eu une enfance où tu apprends tes cours d'histoire dans des musées, où tu fais beaucoup plus d'activités créatives que de théorie. Bien sûr. Où tu bouges beaucoup. Nous, on a fait beaucoup de sport. On a fait de la poterie, de la danse, de la peinture, du piano, de la guitare, du chinois. En fait, c'était extrêmement varié. Et là, de rentrer dans une pièce moche, où tous les meubles ils sont pareils. Déjà, je me suis dit, c'est très bizarre. Tous les meubles ils sont pareils. Toutes les tables elles sont pareilles. Mais tu sais, quand t'as pas l'habitude de ça, tu te dis, c'est froid. Il n'y a pas d'âme, tu sais, dans une salle de classe. Enfin, en tout cas, peut-être que d'autres y voient une âme sublime. Moi, quand je suis rentrée à 14 ans, dans ce truc-là, je me suis dit, waouh. Qu'est-ce que je fais là? C'est sec. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Un Indien dans la ville. Un Indien dans la ville, vraiment, mimicigu, je te jure. J'arrive, et là, on te dit, donc tu vas venir à 8h. Genre, mais pourquoi? C'est très tôt. C'est très très tôt. Moi, à 8h, j'ai envie de me faire mon petit déj détente avec ma sœur, ma mère, enfin, tu vois. Et tu vas rester jusqu'à ce que la nuit tombe avec des gens que tu ne connais pas. C'est ça. Qu'il faut que tu apprennes à aimer et qu'il faut qu'ils te valident. Parce que sinon, il y a un échec et il faut que toi, tu les valides. Sinon, ils ont l'impression qu'ils sont... je sais pas reconnus. Donc il faut qu'on s'auto-donne des validations sous prétexte qu'on a été mis dans la même pièce pendant 1 an. Et on sonne l'heure toutes les heures pour te dire que le cours est fini. Moi, les premières fois, ça m'a paru très bizarre. Je me suis dit, pourquoi on peut pas juste regarder notre téléphone, notre montre et dire c'est la fin du cours? Non, il faut que ça sonne. Il y a un truc, tu vois, c'est rigoureux. Et en fait, cette rigueur, je l'ai prise comme un manque de créativité, comme un manque de spontanéité, de liberté. Donc je sais que ça peut paraître complètement lunaire, ce que je dis. Mais il faut se mettre dans mes chaussures. Je n'étais pas allée à l'école avant cela. J'avais fait des stages à droite à gauche, j'avais l'habitude de sociabiliser avec plein d'enfants tout le temps. Mais le principe rigoureux de l'école, et si t'es en retard, c'est chaud, et si tu peux pas venir avec un jean troué, mais moi c'était mon look. Moi j'avais des jeans troués, des cheveux longs, des Doc Martens bleus à paillettes, je me déplaçais pas trop sans ma guitare, tu vois. Et en fait, t'as pas le droit de venir à l'école avec ta guitare. Mais je me suis dit, mais c'est comme ça que je vais me faire des copains. C'est qu'on va on va se rencontrer avec ça. Bien sûr. Et donc, moi, ça m'a fait chier, concrètement. L'autorité. Tu sais, je suis bélier. Mais t'as réussi quand même à bien le vivre dans le sens où t'es... est-ce que vraiment ça t'a cassé justement dans ta créativité et est-ce que du coup tu t'es recroquevillé sur toi-même ou t'as su garder ta petite paillette des Doc Martens j'ai pas eu le choix. Déjà, quand c'est ton ADN... Non, j'ai pas eu le choix que de garder mon petit truc à moi. Ok, trop bien. Quand c'est ce que tu es, t'as quand même pas renoncé à ce que tu es, c'est quand même fâcheux, quoi. C'est un peu emmerdant. Si tu veux, moi ce que j'ai mal vécu quand je suis rentrée à l'école, c'est de tomber sur un groupe de 20, 22, 24, je sais plus, personnes qui ont toutes un socle commun de connaissances et de références sur lesquelles ils se marrent et c'est leur langage commun. Et moi, je débarque et je n'ai pas la moindre idée de ce qui est en train de se passer ou de quoi on parle. Ils avaient tous les mêmes références de films, de séries, de musique, de jeux vidéo, je sais plus bien, mais ils avaient tous le même langage. Et moi j'arrivais, je disais les Touaregs c'est sympa, enfin je caricature un petit peu, mais j'arrivais avec un mental qui n'était pas du tout paramétré de la même manière. Le fait d'être à ce point-là sédentaire et d'avoir à ce point-là une routine, pour moi c'était très nouveau. Pour eux c'était le summum de la normalité. Ils avaient tous des références pop culture qui étaient vraiment, qui coulaient dans leurs veines, tu vois, je sais pas comment dire,
Alors que moi, je venais de faire un stage à l'école du Louvre où on parlait du Caravage non-stop pendant une semaine et j'avais trop envie de parler du Caravage. Et personne te comprend. Et moi, Eminem, j'avais pas la ref. Ouais. Mais je demandais qu'une chose, c'était de la voir. Moi, j'ai toujours eu envie d'apprendre des autres, tu vois. Dis-moi qui t'es, dis-moi ce qui te plaît. Mais le truc, c'est que d'arriver avec autant de lacunes par rapport à ce qu'ils connaissaient, ça m'a pas mis dans une position où ils avaient envie de m'expliquer et de me montrer et de m'apprendre et de m'adopter, entre guillemets. Ça m'a plutôt mis dans une posture où j'étais un peu l'énergumène qui raboule, où j'étais un peu la personne qu'ils ne comprenaient pas et qui n'avait pas spécialement envie de comprendre. Donc j'ai eu du mal à rentrer dans un moule, quoi. J'ai pas réussi à faire partie d'un groupe. Mais tu sais, je vais te dire un truc que je suis en train de réaliser pendant que je te parle. C'est que je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Ah, tu vois. Jamais, ever, ever. T'avais pas ta petite bande de potes, jamais. De copains. J'ai toujours eu plein de potes. Complètement différents. Oui, qui ne se connaissent pas entre eux. Des potes très éparpillés qui viennent de différentes zones de ma vie, tu vois. Par exemple, des enfants, des amis de mes parents. Ou des potes que tu as rencontrés en vacances et que tu as gardés. Ou des voisins. Ou des potes que tu as captés dans une activité artistique et du coup, vous êtes rencontrés là-bas. Ou moi, des potes de tournage. Tu vois et à chaque fois, c'est des gens qui sont très éparpillés. Mais là, tu vois, j'ai 29 ans. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Mais tu vois, mais je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, toi, t'arrives, ce que nous, on pense normal. En fait, toi, tu t'es rendu compte à quel point, en fait, on était formaté inconsciemment par la société, de par le fait d'écouter les mêmes musiques, d'aller dans la même école, de se retrouver en fait entre 4 murs toute une journée, 5 fois par semaine au même endroit, et que du coup toi qui as eu cette ouverture d'esprit, tu t'es confronté en fait à quel point inconsciemment la société te met dans un moule, te formate et que... Ouais, mais j'étais pas jalouse, tu vois. Ah bah ça, je me disais pas, chier, j'ai loupé quelque chose. Je me disais pas, j'aurais tout donné pour faire partie du moule. Non. Et je pense que toute ma vie, j'ai cultivé aussi d'une certaine façon le fait de ne pas me reconnaître en l'autre. Ah mais oui, bien sûr. Moi, ça m'arrive extrêmement rarement de me reconnaître en l'autre. Mais j'ai presque envie de te dire, même dans ma famille, moi j'ai 2 sœurs que j'aime plus que tout au monde. À tout moment, je leur donne un rein, un bras, une jambe. Mais qu'est-ce qu'on est différentes. On ne se ressemble pas. On se ressemble physiquement, des jumelles, tu vois. Mais on ne se ressemble pas du tout psychologiquement. Parce que ma plus grande sœur, on n'a pas du tout le même âge, elle a 45 ans et elle a eu une enfance bien plus classique. Elle vivait aux États-Unis, mais elle a été beaucoup plus dans une norme. Et ma sœur Paloma, on a 5 ans d'écart et on a vécu cette enfance que je te racontais ensemble, mais on est rentrés à l'école au même moment, ce qui fait qu'elle a fait 5 ans de plus que moi à l'école et j'ai l'impression que ces 5 ans ont énormément joué dans sa construction identitaire. Parce qu'elle est rentrée, elle devait avoir 9 ans. Petit chat. Donc en fait, elle a passé toute la fin de son enfance et toute son adolescence, tout le démarrage de sa vie d'adulte avec d'autres normes. Elle, par exemple, elle a grave des groupes. Et je suis trop contente pour elle. Et quand je la vois dans son groupe, je suis genre je les aime, tu vois. Je trouve ça trop mignon. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu... j'ai jamais eu ce coche-là. Et c'est bien en fait, c'est aussi bien, tu vois. Jamais angoissée, jamais peiné parce que bon, enfin, tu vois, enfin, t'avais quoi, à 14 ans, enfin, tu vois, c'est un âge aussi compliqué, tu sais, t'as la puberté, enfin, tu t'es jamais, pas remise en question, mais tu t'es jamais dit, pourquoi moi, pourquoi je suis aussi différente, pourquoi en fait Tu sais, du plus loin que je m'en souvienne, dans mes souvenirs d'enfant les plus lointains, je me suis toujours sentie différente. Et pour moi, c'est un sentiment extrêmement assimilé. Tu vois, c'est très assimilé. C'est comme je suis une femme. On va pas se le dire tous les jours. Tu vois, on a compris. C'est normal. Ou je suis, je sais pas ce que je pourrais dire, je suis parisienne. Ça fait partie des choses de comment moi je me perçois. J'ai conscience que j'ai pas eu une enfance typique. J'ai conscience que tout mon trajet de vie,
entre ma naissance et mes 29 ans, toutes les expériences professionnelles, personnelles que j'ai eues font que je n'ai pas un parcours atypique. J'ai l'impression que je lis d'autres livres, j'ai l'impression que j'aime d'autres films, j'ai l'impression que j'écoute des musiques où quand je les mets, tout le monde me dit mais qu'est-ce que c'est? Mais tu vois, mais c'est pas quelque chose que je réalise chaque jour, je le sais. Tu le sais. Ouais. Je suis blonde, j'ai les yeux bleus, je suis différente. Ouais. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'essaie de caricaturer parce que ça me poserait problème, sinon je deviendrais vraiment marginale. Et j'ai pas envie d'être marginale. Moi, j'aime vivre avec les autres, tu vois. Moi, j'aime avoir des potes autour de moi, pouvoir collaborer avec le plus de gens possible. J'ai pas du tout ce fantasme de l'ermite qui vit dans sa cabane et qui voit la civilisation une fois par an, tu vois. Moi, j'aime vivre dans tout ça. Mais j'ai pas non plus envie de caricaturer l'autre inverse, qui serait de faire genre « Ah, on est pareil », alors que c'est pas le sentiment que j'ai. Et j'ai vraiment envie d'insister sur un truc, c'est que pour moi, il n'y a pas de jugement de moins bien ou mieux ou pire. C'est juste différent. Voilà. Je me considère absolument pas meilleure que quelqu'un d'autre. Pas du tout. Je me considère comme différente. Dans le sens où j'ai eu des lectures très, 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 très jeunes. Tu vois, peut-être à 6 ans, de bouquins tellement deep, et j'ai l'impression que ça a laissé une trace en moi dès ce moment-là. J'ai l'impression que de ne pas être allée à l'école pendant 14 ans, ça a été quand même une sorte de démarrage dans la vie qui te met pas dans le même mood. Bien sûr. J'ai changé de vie professionnelle 20 fois. Tu vois, là j'ai 29 ans, ça fait une bonne décennie que je bosse. Il s'est passé tellement de choses en 10 ans. J'ai eu tellement d'expériences différentes que j'ai l'impression que je suis une sorte de kaléidoscope avec 1 milliard de petites facettes différentes, de tous ces petits souvenirs, de tous ces gens que j'ai rencontrés. Et puis je suis quelqu'un qui a des facettes dans mon tempérament assez paradoxal de base, tu vois. Donc j'ai jamais cette sensation de trouver un jumeau. J'ai jamais cette sensation d'être avec quelqu'un où je me dis « Ah, on est pareil ». Mais c'est pas non plus quelque chose que je recherche tant que ça. Et je pense pas en avoir besoin pour me sentir bien. Et surtout, t'en as pas souffert. Et ça, c'est... Quand je suis rentrée à l'école, tu vois, les années de première, terminale, Hippocagne, c'est pas que j'en souffrais, mais j'ai l'impression que les autres étaient dans un âge où ils n'avaient pas spécialement envie de chercher à me comprendre. Et que je les intéressais pas beaucoup. Et qu'ils n'avaient pas grand chose à me dire. Et moi, j'avais peut-être peur aussi qu'ils déteignent sur moi et qu'ils me fassent perdre mon petit... ta petite paillette, ma quoi, petite tu vois. paillette, tu vois. Et je me suis dit, si ça se trouve, si je fais tout avec eux, je vais être comme... ça va lisser des choses que j'aime en moi et que j'ai pas prévu de perdre, tu vois. J'ai pas prévu de les perdre. Au contraire, j'ai plutôt tendance à me dire que c'est une bonne chose si je les alimente et si je les cultive et si je les transforme en force et, je sais pas, en atout, quoi, tout simplement. Donc, je sais que j'avais un peu une fascination-répulsion dans ces années-là. Je me disais, mais c'est ouf, vous êtes tous pareils. Vous avez tous le même look. Je sais pas, vous avez tous le même look, vous avez tous le même film préféré. Ils me mettaient des sons, ils écoutaient, je sais pas, des conneries, genre Miley Cyrus et tout. Et moi, en fait, je m'étais butée pendant 5 ans à Luz Casal. Et on n'était pas, tu vois... pas sur la même fréquence, Et je me disais, c'est marrant, j'adorerais... pouvoir être avec eux de temps en temps et me sentir accueillie dans ça et aimée dans ça. Et en même temps, quand je sentais que je pouvais être engloutie par le groupe, j'avais tendance à bifurquer et à me dire je suis pas sûre d'avoir envie de me faire engloutir par le groupe. Peut-être que moi j'ai pas été dans la meilleure position non plus, mais je tâtonnais. Tout ça pour moi c'était très très nouveau. Et avec le recul, j'ai pas de regrets, tu vois. J'ai vécu les choses comme j'étais supposée les vivre, je pense. Et c'est le plus important, en vrai. Franchement, de pas avoir de regrets et de cultiver sa paillette, j'ai l'impression aussi, t'as toujours écouté cette voix intérieure à l'intérieur de toi. Et ça, je m'en raconte des bonnes, hein. Écoute, si tu veux, je me suis souvent... Je sais pas comment formuler le truc. Je me suis pas souvent sentie comprise. Mais c'était pas grave.
Ce que je voulais, c'était me sentir aimée. Et j'ai toujours été pour moi-même de bonne compagnie. J'ai toujours été une sorte de meilleure pote pour moi-même. C'est-à-dire, je m'emmène faire plein de trucs, hein, moi, dans la vie, tu vois. J'attends personne. Ah non, mais j'attends pas du tout qu'on me propose un truc, je m'y emmène, tu vois. C'est-à-dire, je pars en voyage toute seule si j'ai envie. J'adore. Je vais avoir des personnes à côté de moi dont je vais devoir subir le rythme. Je vais pouvoir me faire mes petites expos, mes petites bouffes, marcher, me faire masser, dormir. Je vais faire ma life. C'est ma définition de la paix intérieure, tu vois. Je m'emmène faire, je sais pas, des cinoches, du sport, des marches, je bouquine. Moi, j'ai cruellement besoin de temps solitaire. Tu vois, et d'ailleurs, je suis dans un moment de ma vie où je réfléchis très fort à faire des enfants. Et le seul truc qui m'inquiète, c'est est-ce que je vais réussir à garder des temps solitaires? Parce que si j'ai quelqu'un sur le dos H24, comment te dire? La solitude va prendre un autre tournant. Voilà. Non, mais moi, ma paix mentale, ma santé mentale, elle repose énormément sur mes temps de solitude. Parce qu'en fait, comme je me comprends, comme je sais très bien ce dont j'ai besoin, bien sûr. Comme j'ai besoin de ce temps pour me connecter à tout ce qui m'intéresse dans la vie, mes curiosités. Mais moi, mes journées seules, mais c'est mes best journées. Alors que pour plein, c'est justement une angoisse, tu vois, où tu te dis... mais tu sais pas. Où tu vois, genre moi, je suis là en mode, allez Marie, aujourd'hui tu vas t'emmener au resto toute seule. Allez, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu vois. Mais ma life, et moi, je trouve ça, en fait, moi, je te vois vraiment comme un peu, tu vois, une bouffée d'air frais et un peu, tu sais, comme justement la chanson de Miley Cyrus, que tu ne connais pas du coup. Wrecking Ball. Elle a rattrapé pas mal. On rattrape ses lacunes quand même. J'adore. J'ai regardé les Tarantino. Ah ok, d'accord. Mais du coup, c'est vraiment ça, tu vois, t'es un peu Wrecking Ball dans la société et dans toutes nos croyances et où là, nous, en fait, on va essayer d'avoir ces modes, de partir seul en vacances, d'essayer de s'emmener au restaurant, de ne pas dépendre de qui que ce soit et vraiment d'être le plus possible dans le moment présent. Toi, en fait, tu n'y penses même pas, en fait. C'est comme ça que tu es. Depuis très jeune, très tôt, je ne sais plus bien quand, mais j'ai toujours eu cette notion quelque part dans la tête que les gens, ça va, ça vient. Moi, j'ai été tellement proche de certains potes qui ne sont plus dans ma vie aujourd'hui. Les parents, ça divorce. Bien sûr. Les grands-parents, malheureusement, ça meurt. Tu vois ce que je veux dire? T'as raison. En fait, les gens, même ceux que t'aimes le plus au monde, ne sont pas là pour toujours. C'est horrible ce que je dis, je suis désolée, c'est la minute cafard. Ah bah non, mais c'est réel. Et puis même quand les gens sont vivants, ils sont peut-être pas disponibles pour se connecter à toi. Moi, il y a des gens que j'aime très 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 fort, que je vois 2 heures par mois, parce qu'en fait on n'a pas le temps de se voir plus, ou que on n'arrive pas à s'organiser mieux que ça, parce qu'on a des choses dans nos vies qui font que. Et donc j'ai cette conscience que la personne avec qui je vais passer du temps tous les jours de ma vie jusqu'à mon dernier souffle, breaking news, c'est toi. C'est moi. C'est vrai. Donc autant que cette relation-là soit belle, autant que cette relation-là m'apporte de la joie et de la, je sais pas comment dire, de la régénération. Bien sûr. Et donc en fait, je travaille beaucoup sur cette relation avec moi-même parce que c'est l'unique relation qui, quoi qu'il advienne, durera toujours. Et Dieu sait que j'aime ma mère, ma sœur, mes sœurs, mon mari plus que tout au monde. C'est pas garanti que je passe 100% de ma vie à leur côté. C'est pas garanti. Mais même, tu vois, ma sœur, elle me dit je vais vivre en Australie. Elle est toujours là, mais elle est plus là, tu vois. Alors que moi, je ne peux pas sortir de ce corps. Je suis là, tu vois. Donc j'essaye de me traiter avec le plus de douceur possible. Je prends soin de moi tout le temps. Et je fais des choses que j'aime faire. Moi, tu vois, quand mon mec me dit « Ah, j'ai une soirée poker », j'essaye de le faire culpabiliser 10 secondes. Tu vois, on la connaît, voilà. Mais en vrai, dans ma tête, je suis genre « Oui, oui, oui !» Parce que je sais pas ce que je vais faire, mais je vais kiffer, tu vois. Je vais faire... je vais buter mon imprimante à imprimer 150 trucs et je vais faire un mood board de malade parce que ça me fait du bien. Ou alors, je vais regarder un documentaire qu'il n'avait pas envie de regarder. Ou alors, je vais vider
toutes mes étagères et redécouvrir plein de trucs que je savais même plus que j'avais et tout réorganiser, tout... Ouais, mais parce que t'as cette créativité-là, te dire, ou t'en as plein qui seraient là en mode oh, ras, donc je suis toute seule chez moi ce soir, je vais regarder net, qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'appelle une copine, tu vois. Ah, mais surtout pas. Ouais, mais je pense surtout que tu sais comment t'occuper. La plupart des gens, je pense que dès qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes, c'est une peur aussi, c'est une angoisse. Il y en a plein qui se disent j'ai pas envie de me... Parce que je vais commencer à réfléchir à plein de choses, j'ai pas envie d'être confrontée à ça. Il y a deux choses différentes dans ce que tu viens de dire. Il y a je sais pas quoi faire. Moi, ça, c'est un problème que je n'ai jamais. Parce que j'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Il y a tellement de choses à faire, les gars, dans cette vie. Il y a tellement de domaines, il y a tellement d'endroits, il y a tellement de... Enfin, et puis même notre passé est tellement vaste, d'aller explorer tout ce passé, je trouve ça tellement fabuleux. Enfin, mais même juste pour lire tout ce que j'ai envie de lire, déjà il me faut 4 vies, tu vois. Pour manger tout ce que j'ai envie de manger, déjà il me faut 4 vies. Enfin, tu vois. Donc il y a le problème de l'ennui. Moi, c'est un problème dans lequel je m'identifie pas du tout. Après, la deuxième chose que tu as soulevée, c'est qu'est-ce qui remonte à la surface quand tu es dans le calme. Mais ça, c'est pas lié à l'ennui. Parce que tu te retrouves face à toi-même quand tu es dans ton bain, quand tu es dans le bus, quand tu passes l'aspirateur, en général, tu sais, tu es dans tes pensées, tu es face à toi-même, hein, tu n'es pas en train de... Tu vois, dans les moments où tu es un peu en écran blanc, tu vois, moi je médite souvent quand même. J'allais dire je médite tous les jours, c'est pas vrai. Je médite plusieurs fois par semaine, mais quand c'est le bon moment. Moi je trouve que c'est ce que tu peux faire de mieux. C'est te retrouver face à toi-même et regarder ce qu'il y a dedans. Parce que si tu es en permanence entouré de gens qui te sollicitent, tu es en train de leur répondre. Tu es en train de répondre aux questions qu'ils te posent, tu es en train de toi-même leur poser des questions, tu tournes ton focus vers l'autre. C'est hyper intéressant, je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, c'est tellement beau, c'est tellement génial. Mais moi, si je ne fais que ça, être connecté à l'autre, franchement, je deviens zinzin. Mais non, mais c'est-à-dire, cinglée. Bien sûr, ça fonctionne plus là-haut, tu vois. Je trouve que la santé mentale repose énormément sur le fait d'avoir des moments où tu tournes ton focus vers l'intérieur et que justement, tu regardes ce qu'il y a en toi. Parfois, il y aura des jolies choses. Parfois, il y aura de la douceur, il y aura de l'inspiration, il y aura de la gratitude. Peut-être il y aura juste rien, mais de la sérénité, tu vois. Peut-être qu'il va y avoir des sentiments douloureux, de la frustration. Et c'est là qu'en général, les personnes... Mais comment veux-tu la gérer si tu la regardes pas? Il y en a plein qui ne la gèrent pas. Et du coup, je connais des personnes, mais même moi, à un certain moment, j'avais besoin du coup d'être sans arrêt entourée pour en fait mettre sous le tapis et pas avoir la force, parce que pour moi c'est aussi avoir la force de se dire mais si en fait je me suffis à moi-même et tu sais quoi, il y a des trucs pas très cool, mais on va les faire face, on va le faire face ensemble, donc ensemble moi et moi-même. Et let's go quoi. C'est plus confortable sur le court terme de pas regarder les choses en toi que tu veux pas regarder, mais c'est tellement un mauvais deal pour l'avenir. Complètement d'accord. C'est tellement pas le bon chemin. Tu te condamnes à prendre un chemin tellement plus galère après. Je vois pas pourquoi c'est un bon calcul. C'est comme si tu me dis mon mur, il est ravagé, bah tu sais quoi, je vais juste peindre. Exactement. Ok, quand la peinture elle va commencer à craqueler, tu vas te retrouver avec un truc 10 fois pire qu'avant. Tu vois. Pour moi, c'est tellement plus simple de regarder les choses au fur et à mesure, parce que si tu laisses des angoisses, des colères, des chagrins, des frustrations s'accumuler dans ton corps et dans ton esprit, et que tu les regardes pas parce que tu es dans une fuite permanente, ça va faire un effet cocotte-minute. Et tôt ou tard, ça va te sauter à la tronche d'une façon ou d'une autre. Ça peut sauter par la dépression, ça peut sauter par le burn-out, ça peut sauter par des maladies psychosomatiques. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu un grave accident en 2019 et j'ai pas voulu regarder les émotions qui étaient en moi à ce moment-là. J'ai été dans un déni total, genre tout va bien, j'ai survécu, ça roule. Et du coup, hop, on continue, on enchaîne sur la vie, quoi. Voilà, j'ai fait comme si j'étais trop forte, qu'il s'était rien passé, comme si j'avais pas du tout eu peur de mourir, alors que je t'explique. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et bah finalement, ça a développé une maladie auto-immune qui s'est déclenchée 3 mois jour pour jour après l'accident et qui ne me quitte toujours pas. Et franchement, ça fait 5 ans là, tu vois. Wow. Et on m'a dit que si ça se trouve, ça ne me quitterait jamais. Donc, je pense que c'est toujours un mauvais calcul que de refouler ce que tu es supposé regarder en face.
pour moi, si tu laisses le truc s'envenimer, j'ai eu un gros doute, c'est comme une boule de neige qui au départ était tellement minuscule, tu aurais pu la gérer en quoi? Une semaine? Mais si tu en fais une énorme boule qui ne cesse de grossir, quand tu vas vouloir déconstruire ce truc-là, mais t'en as pour des années de thérapie ou de travail intérieur, tu vois. Bien souvent, quand tu prends le problème dès le début, tu le gères quand même infiniment plus vite. Une carie, tu vois, tu la gères jour 1, ça dure 1 seconde de la virer. Et tu as des tips par rapport à ça, ou quelqu'un qui a tendance à repeindre le mur en permanence, de se dire bon bah ok, là je suis, allez tu sais quoi, je vais gérer mon truc pas très cool du moment. Comment ça se gère en fait? Alors j'ai la sensation que déjà nommer les choses, c'est 50% de la route, vraiment. Mais vraiment, je le pense sincèrement. Poser des mots sur le problème ou ce qu'on ressent. Quand t'as le cafard, quand t'es en coup de stress, quand je sais pas, t'as une rasera qui monte, là ça va plus. Soit par la méditation, soit par l'écriture, soit par la conversation. Déjà, moi, mon premier conseil, c'est de poser des mots. Tu te sens pas bien? Ok, t'as le droit, c'est pas grave, déjà, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ressens de la peur? Si tu as peur, de quoi tu as peur? Si t'as pas de peur, tu es peut-être en colère. Contre qui? Contre quelqu'un? Contre toi-même? Depuis quand? À cause de quoi? Si tu as une frustration, est-ce que tu te déçois par rapport aux attentes que tu t'es fixées? Ou est-ce que tu as une frustration parce que dans ton mécanisme de comparaison avec les autres, t'as l'impression que tu fais pas les choses comme eux et que donc il y a un échec quelque part? De juste mettre en mots ce qui se passe. Moi, j'ai un journal depuis des années dans lequel j'écris peut-être, tu vois, 1 heure par semaine. Genre, typiquement, mon truc du dimanche, tu vois. Ou de mes soirées quand mon mec faire du poker. Je suis tellement contente d'écrire 1 heure dans mon journal, tu sais, j'ai l'impression d'être Bridget Jones. Mais franchement, déjà d'écrire, tu formules ce qui se passe et donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple dans ta tête. Au lieu de dire je suis mal, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi, j'ai le cafard, j'ai envie de rien faire, mais je sais pas pourquoi, de dire je me sens mal parce que j'ai eu une conversation difficile avec ma sœur, mon père, mon chien, ce que tu veux. Et cette conversation m'a amené à réaliser que. Voilà. Et ça, j'ai du mal à le gérer. Déjà, de le mettre en mots. Dans ton esprit, il y a quelque chose qui se simplifie, qui se synthétise, qui fait que tu réalises que la montagne, elle va pas être si compliquée à gravir. Tu vois. Si tu dis « ma vie, c'est nul », c'est impossible à surmonter comme montagne. Bien sûr. Quand tu dis « j'ai un mal-être dans mon travail parce que je m'entends pas avec une collègue ». Bon, bah, tout de suite, ça te paraît quand même beaucoup moins intimidant comme problème à résoudre. J'ai l'impression que quand tu le nommes pas, c'est un peu le monstre sous le lit, tu vois. Ouh, il y a un monstre sous le lit, tu vois, il va se lever et il va te bouffer. Enfin, tu vois. Non, si tu nommes le truc, tu te dis, bon, bah, c'est pas si grave. 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, c'est quand même pas non plus si grave, tu vois. C'est vrai. Ah, mon mec et moi, on s'est pas compris. Oh, parlez-vous donc. Enfin, tu vois, ça devient tout de suite beaucoup moins intimidant que de gérer ce qui te tracasse. Bien sûr. Donc pour moi, cette étape-là, elle est indispensable. Et parfois même, le simple fait de le nommer, pour moi, ça peut suffire. Une fois que tu as nommé quelle était la chose qui te tracassait, ou qui t'affaiblissait, ou qui te challengeait, bah, en fonction de ce que tu vis, tu vas pouvoir trouver une solution constructive. Est-ce que tu as besoin de changer ton fusil d'épaule? Est-ce que tu as besoin d'ouvrir une conversation avec quelqu'un? Est-ce que tu as besoin d'aller faire de l'acupuncture? Parce que tu as l'impression que dans ton corps, il y a une nervosité que tu n'arrives pas à évacuer. Est-ce que tu sais plus dans quelle direction tu as envie d'avancer? Peut-être tu as besoin de faire du tarot. Tu vois, moi, c'est souvent dans cette optique-là que je reçois mes clients. C'est de leur dire, si vous savez plus où va votre bateau et que vous avez envie de redéfinir une destination qui vous plaît, qui vous ressemble, qui vous excite, qui vous inspire, et que vous voulez qu'on définisse la feuille de route qui va vous y emmener, on peut le faire par le tarot. Parfois, on peut gérer son problème tout seul, tu vois, organiser un dîner, parler avec des gens, décrocher son téléphone et appeler la personne avec qui on a besoin de mettre les choses à plat, prendre du temps pour se reposer, prendre soin de soi. Bien souvent, juste prendre soin de toi, ça va 100 fois mieux. Mais si t'es pas capable de gérer ce problème tout seul,
c'est pas un aveu de faiblesse que de dire j'ai besoin d'un coup de main. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils thérapeutiques qui existent. Le MDR, c'est un truc de fou. Le tarot, moi je trouve que c'est mon support préféré du monde entier. Ouais. La méditation, et si tu sais pas méditer tout seul, aller dans des cours de méditation, ça fait des miracles sur l'anxiété, sur les insomnies, sur le stress comme ça qui t'envahit par bouffée. Ouais, pour toi, c'est vraiment sous-côté la méditation. Mais je sais même pas comment on fait pour vivre sans méditer, parce que sinon ça veut dire que ton cerveau il est tout le temps sur un dos. Ouais, mais vrai. enfin, mais imagine, c'est comme si tu demandais par exemple à un téléphone ou un ordinateur d'être en permanence en train de faire un truc. Il faut des moments où tu poses, où tu débranches. Mais sinon, tu sais même plus ce que tu ressens, je trouve. T'as raison. Franchement, même juste 5 minutes dans ton lit, sans téléphone, sans ordi, sans rien, où tu te poses et tu te perds dans tes pensées, c'est de la méditation. Oui, c'est ça, parce que... mais oui. Voilà. Parce que plein de personnes se disent « Ah non, la méditation, trop chiant, parce que même si je respire, je pars dans mes pensées. » Mais c'est aussi ça, la méditation, de se dire en fait, j'accueille toutes les pensées qui me passent par la tête. Mais juste, au moins, j'ai ce moment, en fait, pour moi, de calme, où du coup je suis pas en train d'être sollicitée par quelqu'un ou d'être sur mon téléphone. Juste en fait je suis là dans mon lit et je me reconnecte. Voilà, je me reconnecte, exactement. Voilà. Pour moi la méditation c'est pas une absence de pensée. Ça s'appelle être dead, je pense. Il me semble, donc c'est ça la définition. Pour moi la méditation c'est que tu vas poser ton corps, tu vas baisser ton rythme cardiaque, tu vas poser ta respiration, tu vas relâcher tes mains comme ça, tes pieds comme ça. On se pose, on se détend. On crée un espace qui va durer entre 5 minutes et, je sais pas, 1 heure si tu veux, tu vois, de lenteur et de calme. Et tu vas voir quelle est la première réflexion qui te passe par la tête. J'ai trop envie d'un pas de taille. Tu vois, je sais pas, la première chose qui te vient. Et en fait... Comme t'es pas en train de faire quelque chose, ou d'être dans une conversation, ou d'être happé par un autre truc, tu vas pouvoir laisser cette réflexion. Je sais pas, enfin on est dans un podcast, donc il faut que j'arrête de faire des gestes, on voit pas ce que je fais. si, on le verra, oui, c'est vrai que c'est filmé. J'avais complètement oublié. Bah tu vois, j'avais dit. Tu vois, juste de laisser cette pensée prendre l'espace qu'elle doit prendre, et tu peux la laisser résonner en toi sans qu'elle soit interrompue. Et donc après tu tires le fil. Ah mais en fait j'ai pas envie d'un pas de taille en particulier, j'ai envie de retourner dans ce resto-là. Ah mais pourquoi? Parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'ai eu un trop bon souvenir. Ah j'étais avec cette personne elle me fait du bien, j'ai envie de la voir plus. Ah mais il y a cette personne qui me fait tellement de bien, je réalise que cette personne elle me fait du mal en ce moment. En tout cas elle me stresse inconsciemment. Et tu laisses un petit peu ton esprit, tu vois, dérouler la bobine, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées quand tu te laisses faire, quand t'es pas interrompu, quand t'as pas le téléphone qui sonne, quand t'as pas un truc sur Instagram qui te dit tac, il faut que tu ramènes ton mental sur ce sujet-là, quand t'es pas dans tes mails, quand t'es pas dans une to-do list, que juste tu te laisses être. En fait, pour moi, ma définition de la méditation, c'est de ne plus être dans le faire, mais d'être dans le être, tu vois. Et tu te laisses explorer ton corps. Moi, j'adore quand je médite, tu vois, placer mon attention dans différentes zones du corps. Bien sûr. Et me dire, est-ce que j'ai mal là? Non, tout va bien, cool, c'est parti. J'ai plus mal au dos. La semaine dernière, j'avais le dos bloqué. J'ai l'impression que mon dos, il y a quelque chose qui est beaucoup plus aligné, souple, stretch. Ok, cool. Ah, par contre, je réalise que j'ai mal au bras, tu vois. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait mal au bras? Tu vois, faut que je prenne soin de moi. Je sais pas, juste de te reconnecter à toi. Ouais, avoir vraiment conscience de soi-même, quoi. Si 24 heures dans ta journée, enfin bon, il y a des moments où tu dors quand même, mais dans toutes les heures d'éveil de ta journée, tu n'as pas cessé de faire des choses, je trouve qu'il y a une surchauffe qui fait qu'on ne sait plus bien comment naviguer. Tu vois, moi j'arrête pas d'avoir cette métaphore, mais c'est une métaphore qui est dans ma tête tout le temps. C'est celle du bateau. Où est-ce que tu vas amener ton bateau? Si t'es que dans le faire, tu manques de temps de recul pour te dire, bon, on va où? Tu vois? Puis moi, dans mon métier, j'ai aussi profondément besoin de moments de silence. Parce que je vous adore, hein, tous. Et j'adore les conversations qu'on a ensemble. Mais pour que je puisse les apprécier, il me faut cet effet de contraste. Bien sûr. Parce que si t'as que du son, t'apprécies plus le son. Moi j'ai besoin de temps
mais vraiment de solitude et de silence pour me régénérer, pour ensuite apprécier la conversation. Bien sûr. Avant, effectivement, de passer à un petit jeu, parce qu'on t'a préparé un petit jeu. C'est une petite blague. Oh my god. Avant de rigoler, Je sais pas comment attendre. on rebascule un petit peu en arrière. Toi, tu t'en as parlé vaguement, effectivement. Tu as eu une période, je crois, assez compliquée en 2019. Tu as été journaliste pendant assez longtemps. Je sais pas, enfin tu nous expliqueras si c'est à la suite ou pas de ça, mais c'est de se dire effectivement dans la vie, encore une fois, ton bateau parfois percute des icebergs. Trucs. Titanic. Voilà, Titanic, on est dans les métaphores aujourd'hui. Avant de dire pour les autres, comment déjà toi tu te relèves de périodes vraiment super compliquées, comment tu arrives à ressortir la tête de l'eau. On en a vaguement parlé effectivement tout à l'heure en disant prendre tout de suite la chose au plus le problème ne pas laisser le truc exactement le plus prématurément possible. Parfois c'est pas possible et parfois on se prend ce tsunami. Comment toi t'as géré ton tsunami? Je sais pas si c'était la seule fois dans ta vie que ça a été... Non, c'était pas mon seul tsunami, mais 2019 a été une année très 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 tsunami. Ok. Franchement, c'est mon année noire. C'est l'année merdique par excellence. Je pense pas que ce soit vraiment utile de rentrer dans les détails, mais pour donner les mots-clés, il y a eu des moments très difficiles dans ma famille, liés à une maladie. Ça a été une année vraiment atroce dans ma relation avec mon mari, qui n'était pas mon mari à ce moment-là, mais c'était vraiment l'année où notre couple a été le plus chahuté. C'était le moment où il fallait qu'on traite certains problèmes de fond, qu'on avait du mal. On essayait de les traiter avant, mais on n'y arrivait pas des masses. Et là, ça a été le moment où il fallait vraiment le faire. Ça a été une année de grosse remise en question dans le travail. Ça a été une année de mal-être. Ça a été une année où j'ai eu mon accident. Ça a été la peur de ma vie, cet accident. C'est le seul moment de ma vie où je me suis dit que là, clairement, je vois pas comment ça peut le faire. Je me suis dit, là, tu vas mourir, je pense. Alors, breaking news, je n'ai pas vu un tunnel, j'ai pas vu un ange qui me dit c'est par là, tu vois. C'était pas mystique, mais c'était très très réaliste, très très concret. Je me suis dit, là, comment veux-tu t'en sortir? Concrètement, il n'y a pas de... À part un miracle, il n'y a pas une issue qui fait que ça va le faire. Je me suis vraiment vue partir dans un scénario catastrophique et comme je sentais que je m'évanouissais, je me disais, je pense que là, je vais mourir... ça y est, c'est fini. Je pense que je ne vais pas me réveiller. Il y a eu ce truc de je pense que je ne vais pas me réveiller. L'option existe, elle me paraît assez probable. Et ça, en fait, ça marque très 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 fort. Donc moi, j'ai vécu ça le 1er mai 2019. C'est un sentiment où tu as tellement peur, il y a tellement quelque chose de... C'est un raz-de-marée d'avoir cette pensée que ça m'a suivi tout le reste de l'année. Donc ça a été une vraie année de merde. Ça a été une année où, quel que soit le domaine vers lequel j'essayais de me tourner, il n'y avait pas de lumière. J'arrivais pas à trouver l'endroit qui me fait du bien. J'arrivais pas à être satisfaite d'un des domaines de ma vie tel qu'il est aujourd'hui. Et puis moi qui ai toujours pris beaucoup soin de moi, là je sentais que dans la balance, c'était pas suffisamment puissant pour compenser l'inconfort que je ressentais ailleurs. Je me sentais un peu démunie. Et donc j'ai appelé une amie de toujours, une amie d'amour, une amie qui est là depuis que je suis toute enfant et qui je pense sera là ad vitam, tu vois. C'est ces amitiés où tu te vois pas beaucoup, mais t'as pas besoin de te voir beaucoup pour être sœur de cœur, tu vois. Tu le sais, c'est à un moment donné, t'as une connexion. Anna, pour ne pas la citer, que j'ai appelée à la rescousse en lui disant que ça allait pas... ça m'aimait un peu d'y repenser parce que j'étais vraiment un pauvre chouchou à ce moment-là. Franchement, ça allait pas fort. Et elle m'a tendu une invitation sublime pour faire un voyage avec elle. Un voyage en Louisiane, un voyage à la Nouvelle-Orléans. Et ça me paraissait un peu
je sais pas, sortie de nulle part. Franchement, pour être parfaitement honnête, moi, la Louisiane, je t'avais bof te la placer sur une carte avant. J'étais genre, quelque là, part là. aux States, quoi. Ouais. Enfin bon, et puis la Louisiane, moi, j'avais vu ça dans une saison d'American Horror Story. Genre je crois qu'il y avait fantômes. Enfin, tu vois, ça avait pas bien la Louisiane, quoi. Puis alors, j'avais vraiment 1000 balles sur mon compte et punto. Ouais. Donc, m'engager dans un voyage un peu à l'autre bout du monde, ça veut dire que tu rentres, t'as plus un rond, ouais. Tu vois, c'est-à-dire tu t'achètes plus un coca, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Raisonnable, pas raisonnable? Finalement, elle m'a pris les billets d'avion parce que c'est la meilleure personne du monde. Et genre 1 semaine, 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée dans cet avion, seule, parce qu'elle, entre-temps, était allée à New York et elle me rejoignait de New York. Et j'arrive, je sors de cet avion, et là, j'ai un déclic. Je sais pas, parce qu'en fait c'est un peu irrationnel, c'est peut-être spirituel, je sais pas. J'ai eu la sensation que j'étais au bon endroit et que j'étais venue pour vivre quelque chose de fort, de puissant, quelque chose qui allait jouer un rôle déterminant dans ma vie et qui allait bousculer la suite de mes aventures. J'ai senti que j'allais vivre une rencontre ou avoir un déclic ou avoir des réflexions. J'ai senti que ce voyage allait me transformer et allait mener mon bateau vers une autre direction. T'as tout compris. Mais tu vois, c'est cette petite voix intérieure aussi qui t'a parlé, tu l'as écoutée. J'étais pas montée dans le taxi. J'étais pas montée dans le taxi que je le savais. Tu l'as ressenti. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc Mais déjà, il y avait du jazz partout. Ok. Et moi, j'aime la musique. Ouais. Et j'aime les musiques qui t'emmènent dans une transe. Ouais. Et donc, il y a cette musique... Je l'entends dans ma tête quand je te parle, tu vois. À tous les coins de rue, t'as des musiciens dehors, dans cette architecture qui est tellement belle. Dans cette architecture, tu sais, avec des arches, avec des porches. L'endroit, il est tellement imbibé d'une énergie magnifique. Je perds mes mots. Parce qu'en fait, quand je parle de la Louisiane, c'est un voyage qui a été tellement une claque spirituelle pour moi. Les gens jouaient de la musique comme des virtuoses. Comme moi, je veux bien payer 200 balles pour écouter ton concert, tu vois. Et en fait, ils sont à tous les coins de rue. Et t'as un autre musicien qui arrive et qui du coup improvise un duo. Et en fait, je me rappelle avoir passé des journées entières dehors avec Anna à écouter de la musique. Et il y a quelque chose d'humide dans l'air, presque exotique. Et ça sent bon. Et mes sens étaient vraiment en éveil. Et tout était un peu épicé d'une certaine façon. J'ai mangé des trucs que j'ai jamais bouffé de ma vie, alors que j'ai beaucoup voyagé, tu vois. Et j'ai vu des femmes dans une expression du corps, des femmes avec des cheveux très tirés, des tenues, on dirait pirates des Caraïbes. Et c'est très naturel, c'est très normal. Et des femmes avec des seins et qui portaient leurs seins, pas dans les seins de nous, les petites parisiennes, avec des poitrines à la Charlotte Gainsbourg, tu vois, avec des chemises d'hommes. Je voyais des femmes avec des seins et je me disais, mais on dirait ces sculptures, tu sais, presque préhistoriques. De femmes qui sont représentées avec un ventre, avec des seins, tu sais, la femme cuillère, il me semble que c'est Giacometti, tu vois. Enfin, ça m'a ramené dans un imaginaire de sculpture. J'ai vu ces femmes être des femmes qui avaient l'air d'être des mères nature, tu vois. J'ai vu des couleurs, des senteurs, des odeurs, des sons qui m'ont énormément intriguée et qui m'ont fait sortir de mon année de merde. Je me suis dit, la beauté. L'intensité, la joie, la musique, l'art, je sais pas, pour moi c'était un voyage incroyablement spirituel. La poignée de porte de mon hôtel, elle me paraissait spirituelle. Ouais, c'est fou quand même. T'étais vraiment en mode dans une bulle, quoi. Bah toi qui parles de destin, si jamais il y avait du destin, il faut reconnaître qu'il y a eu un alignement des planètes qui a fait que je suis allée à cet endroit-là, avec la personne la plus propice du monde pour vivre ce voyage, qui est ma copine Anna, qui est clairement ma copine la plus spirituelle. J'y suis allée dans l'année où j'en avais le plus besoin et où j'étais la plus réceptive pour absorber des messages et m'ouvrir à des nouveaux apprentissages. Donc c'est vrai qu'il y a eu un alignement assez fou cette année-là. Mais une fois encore, j'ai du mal à dire que c'est le destin parce que pour moi, j'y serais jamais allée sans Anna. Pour moi, c'est Anna
qui m'a dit on va là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et toi aussi qui as accepté, malgré que tu avais 1000 € sur ton compte, tu t'es dit bon bah ok. Ouais, mais tu sais moi d'où. Du coca après. Voilà, c'est ça. Non mais tu sais, moi si tu veux, j'ai l'impression que j'ai quand même connaissance de mes qualités et de mes défauts. J'ai parfaitement conscience de mes défauts. Je vais peut-être pas les mettre en lumière dans ce podcast-là parce que ça voilà. Mais croyez-moi, j'ai des gros défauts. Mais parmi mes qualités, je sais que j'ai un truc, c'est que je rebondis. Ouais. Tu vois, je rebondis. Ouais. Rien ne me scotche vraiment à terre, tu vois. Malgré les moments difficiles ou les grosses déceptions, ou les grosses colères ou les gros chagrins que j'ai pu vivre, je rebondis. Concrètement, je sais que j'ai cette capacité-là à dire, il n'y a plus d'argent, je vais en trouver. Bien sûr. On se fait chier, créons une aventure. Ce truc-là s'arrête alors que c'était pas prévu. Cool, on va créer un nouveau départ ailleurs. Tu vois, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie dans ce qui pourrait m'arriver dans la vie. Tu vois, j'ai conscience que j'ai cet appétit de vie en moi qui fait que je pourrais toujours tout transformer en un plot twist pour faire quelque chose après ou c'est une vraie pour qualité. rebondir sur autre chose. J'ai pas toutes les qualités du monde, mais je sais que j'ai celle-là. Donc globalement, je suis assez sereine, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ce voyage-là, est-ce que pour toi, ça a été l'élément déclencheur ou quand tu es rentrée, je sais pas si tu exerçais encore le métier de journaliste à ce moment-là, où tu t'es dit ok en fait le journalisme finalement plus vraiment ma voie, est-ce que c'était le chemin vers le fait qu'aujourd'hui tu es tarologue ou... Totalement. Ok. En fait là-bas, donc il y a quelque chose d'incroyablement mystique, on tire beaucoup le tarot là-bas. Moi il s'avère que j'avais un tarot quand j'étais très enfant, quand j'avais 6-7 ans. J'avais un tarot bleu. Ok. Que ma mère m'avait offert. Ok. Et que j'adorais faire parler. Ok. Je tiens ça de ma grand-mère. Ah, ok, la maman de ma maman. Ok. Qui a elle aussi sa propre spiritualité. Elle aussi, c'est un giga personnage. Moi, je viens d'une lignée de femmes, je peux pas te dire les personnages sur pattes. Et tu sais, ma grand-mère, elle a toujours fait des rêves un peu prémonitoires, elle ressentait les gens, elle avait un pendule et tout machin. Elle m'en a jamais parlé de façon très ouverte, elle m'a jamais formée à quoi que ce soit, mais je savais que je tenais ça d'elle, qu'il y avait ce petit fluide entre nous, tu vois. Et donc je faisais parler les cartes, mais quand j'étais enfant, on me les a retirées. Parce que au bout d'un moment, les adultes, je sais plus bien qui, ont estimé que c'était pas un jeu d'enfant. Et que c'était plutôt de bon ton que j'aille au Luna Park comme tout le monde et que je regarde la famille Adams et que je fasse des Uno, tu vois, comme des enfants normaux. Donc, je sais pas bien quand est-ce qu'on me l'a retiré, mais un jour, je l'ai plus jamais retrouvé, tu vois. Ok. Et puis la vie passe, et donc je t'ai dit, j'ai été actrice, j'ai été comédienne, j'ai été journaliste, j'ai été prof de montage, prof de piano, prof de soutien scolaire, DA, blablabla. 2019 arrive, j'arrive en Louisiane. Et là, je me fais tirer les cartes par une sorcière vaudou. Belle! Mais belle! Une beauté naturelle. Mais une beauté, mais pas une beauté de quand tu détailles. Juste un charisme, mais que la pièce est illuminée par sa présence, tu vois. Et elle avait vraiment quelque chose d'hyper magnétique. Elle me tire les cartes pendant tout l'après-midi. Je pense que ça a duré 4-5 heures, tu vois. Et on a refait le monde ensemble en tirant les cartes. Et elle m'a parlé de choses qui m'ont fait énormément de bien, qui ont vraiment résonné en moi. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, c'est ton truc. Moi, elle me dit ça. Après mes études de littérature et de journalisme, je sors de 7 ans de télé. Je travaille à la télé. C'est ça, c'est le mais ça contraste. Fait quoi quand elle te dit ça, à ce moment-là? Ça résonne vrai ou ça résonne faux? Je me dis, elle a capté que je suis une Parisienne en détresse. Et elle me fait le folklore de la Louisiane. Au départ, je pense qu'elle se fout de ma gueule. Au départ, je suis genre, oui, ok, comme de par hasard. Tu très drôle. Ouais, vraiment. Comme c'est commode. Toi, tu vois, je viens du bout du monde et je suis faite pour tirer le tarot. Tu vois. Donc au départ, je le prends pas au sérieux. Et elle me dit, écoute, tu tiens ça de ta grand-mère. Là, je suis genre... One point. Pas mal. Vas-y, Elle continue. me dit, t'es très intuitive. T'as toujours beaucoup plus fait confiance à ton intuition qu'à ta logique et à ta raison. Genre, 2 points. Tu vois? Et elle commence à m'expliquer que je suis quelqu'un de sensible,
3 points. Elle commence à m'expliquer que je suis pas à ma place, dans le sens où, oui, je raconte des histoires, mais pas de la bonne manière. Commence à me dire que mon intuition doit être au cœur de mon métier, que je suis faite pour la conversation, pour entendre l'autre et lui répondre. Elle me dit que je vais pouvoir guider beaucoup de gens. Elle me dit que je vais pouvoir faire du bien à des personnes qui sont perdues. Elle me dit qu'elle va m'apporter les éléments dont j'ai besoin pour que je puisse me former au tarot. Elle me dit que je suis sorcière. Mais moi, ce mot-là, je le refoule beaucoup. Parce que pour moi, ça veut rien dire, sorcière. C'est pas... Je sais qu'il y a toute une mode autour des sorcières, le bouquin de Mona Chollet qui est merveilleux. J'aime tout ce que ça raconte, mais j'aime pas le mot. Tu vois. Mais elle me dit, toi, tu es sorcière dans le sens où tu es libre penseuse, dans le sens où tu as des pouvoirs de guérison. Tu vas pouvoir guérir des gens par ton métier. Tu dois être dans un métier où la guérison est au centre du projet, tu vois. Et en fait, elle me dit à demain. Waouh. Ok. Et donc, moi, je vais boire des coups avec Anna. Ouais. Dans Louisiane, on va dans des soirée, jazz bars. Et Anna, elle danse dans les jazz bars et tout. Et on vit notre meilleure vie. Et en fait, j'y retourne le lendemain. Waouh, ok. Et elle m'explique qu'elle va me donner des bases, qu'elle va m'expliquer des choses, qu'elle va me donner des directions pour que je puisse me former au tarot, chose que j'ai faite. Et puis, il y a eu le confinement. Le confinement a fait que tu as grave du temps pour réfléchir sur ta life, tu vois. Le journalisme, pour moi, c'était clairement une page qui se tourne parce que j'ai été très, très, très abîmée par ce métier. C'est un métier qui m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de mal aussi. Je ne sais pas encore te dire si ça m'a fait plus de bien ou plus de mal. Pourtant, ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Je pense que ça m'a fait plus de bien. Mais une chose est sûre, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai été exposée à des choses auxquelles je n'aurais pas dû être exposée. Le Bataclan, je suis toujours pas capable d'en parler. J'ai vécu des choses qui sont extrêmement traumatiques. J'ai filmé plus de flaques de sang avant d'avoir 20 ans que j'aurais pu, mais jamais l'imaginer, tu vois. Et l'élection de Trump m'a énormément fait mal. Et tu en arrives à prendre le pouls de la société et à réaliser des choses atroces que tu aurais voulu peut-être ne pas réaliser. En tout cas, moi, j'étais trop jeune pour le réaliser et j'étais trop mal armée pour savoir comment gérer tout ce que j'ai appris dans ces années-là. Et c'est un domaine qui est extrêmement compétitif. C'est un domaine sexiste. C'est un domaine autoritaire. C'est un domaine où t'es un shift. T'es pas une personne. T'es pas Marie. Ouais, bien sûr. T'es le 12h-20h. Tu vois. Et si t'es pas là, on en a un autre. C'est pas un métier où les gens se font du bien les uns les autres. Et donc pendant le confinement, j'ai eu des grandes phases d'introspection et j'ai réalisé qu'en fait le shift, il fallait que je le fasse maintenant. Première semaine du déconfinement, j'ai ouvert mon cabinet. Waouh, ok, incroyable. C'était très facile. Ok, ça a été vraiment une transition super fluide en fait, où tu t'es dit, ok, est-ce qu'on se forme? Est-ce que... T'as eu zéro peur, quoi. Tu t'es lancée. Mais tu sais, moi, j'ai pas souvent peur. Au pire, quoi? C'est ma philosophie de vie. Non, mais sincèrement, cette phrase, je la dis 1000 fois par jour. Au pire, quoi? Au pire... Qu'est-ce qui... Au pire, rien. Au pire, quoi? Au pire, t'auras essayé quelque chose, horrible. Tu vois? Au pire, quoi? Au pire, quoi? Je sais pas comment mieux formuler cette phrase. Parce que pour moi, elle synthétise exactement ma façon de gérer les choses dans ma vie. Fais-le. Si ça se passe bien, génial. Si ça se passe pas bien, t'auras forcément appris quelque chose de constructif. C'est vrai. Et alors, c'était quoi? C'était pas ton truc? Alright, on va s'en relever, franchement, je pense. Tu vois, c'est clair. Qu'est-ce qui serait tellement abîmant dans le fait que ça se soit pas passé comme prévu? Ah bah en fait c'était pas ton domaine, ah bah en fait c'était pas les bonnes personnes, ah bah en fait t'as réalisé que t'as changé d'avis, bah super, tu t'es écouté, a priori c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je me suis dit, t'ouvres ton cabinet et on voit. Et du coup, Pao, quels sont les avantages, un peu inconvénients, si on peut dire ça comme ça, de ce nouveau rythme de vie? Parce que t'es plus le shift, hein? Ouais, t'es plus le shift là. Bye. J'ai que des avantages à la bouche. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ce nouveau rythme? Ou pas en fait? Ou en fait, tout était fluide? Je me suis mise dans un juste rythme qui a toujours été un juste rythme pour moi, mais que je n'avais pas l'occasion
de mettre en place dans ma vie avant, parce que je dépendais d'autres structures, d'autres gens, d'autres missions. Le jour où je me suis mise dans ce rythme-là, je me suis mise dans une vie faite sur mesure pour moi. En fait, moi, je crois que je suis faite pour collaborer, mais pour rester indépendante, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Je travaille beaucoup plus et beaucoup mieux quand je travaille pour moi. Et si à certains moments, il y a des collaborations, je suis toujours la plus heureuse du monde, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour vivre ensemble, pour se nourrir les uns les autres, pour imaginer des choses qu'on n'aurait pas imaginées seul dans notre cerveau. Plus on est de cerveau, plus on va faire quelque chose de chouette, tu vois, je pense. Mais j'ai besoin d'avoir ma vraie indépendance et d'organiser ma façon de travailler. Si j'ai envie de travailler le dimanche, j'ai envie de travailler le dimanche. Il y a des jours où je travaille de 8h du mat à 15h. Il y a des jours où je travaille de 9h du mat à minuit. Il y a des jours où je travaille de 18 à 20h. Il n'y a pas de routine. Et ça m'a permis de créer un équilibre fabuleux entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ça m'a permis de passer beaucoup de temps seule. Et j'ai profité de ce temps seul pour écrire un livre que j'ai publié. Trop bien. Comment il s'appelle? Je suis contente. Comment ça s'appelle? Ça, c'est autosatisfaction. Bravo. C'est genre, Bravo. ouh, je l'ai fait. C'est incroyable. Ouais, bah, c'est un livre qui raconte à quel point le journalisme m'a... Ok, bah, j'allais dire, quel est le sujet, quel est le titre? Le titre, c'est Saint-Coca. Ok. Comme Saint-Michel ou Saint-Paul, mais c'est Saint-Coca. Ok. Parce que ça parle un petit peu de cette déification de la consommation. Ok. Et ça parle d'une jeune journaliste Oh bah tiens, bah ça alors. qui va pas très bien. Ah bah tiens, ouais. Et non, c'est une grande réflexion sur la société des années 2020. Ouais. C'est une grande réflexion sur ce que c'est que de grandir, sur le dialogue et le non-dialogue entre les gens, sur la construction identitaire, sur Trump. Ça parle beaucoup de Trump. Ok, ok. J'étais un peu abîmée par contre. Ça doit faire 80 fois que Du coup, ton livre, Paulina, parle de ça. On peut le retrouver où? Sur Amazon. Sur Amazon, ok. Sur Amazon, n'hésitez pas. 5 Donc du coup, t'en as profité aussi donc, pour sortir ton livre. Enfin, vraiment, en fait, ça a été un peu une renaissance finalement, ce projet. Mais moi, tu sais, je me fais des renaissances tous les mois. Hein. Ouais. Génial. Je me fais des renaissances dès que je déménage. Je me fais des renaissances dès que je bouge les meubles dans ma maison parce que je peux pas déménager tous les mois, mais que j'ai besoin que tout bouge de place tout le temps. Je me fais des renaissances quand je commence des nouvelles collaborations de boulot ou quand j'en arrête. Je trouve ça important. Moi, je trouve que la vie, c'est le mouvement. Je trouve que la vie, c'est le mouvement. Je trouve qu'il faut voyager. Je trouve qu'il faut bosser avec des gens, puis il faut arrêter, puis il faut recommencer à bosser avec eux quand on a tous les deux fait de la route. Je trouve qu'il faut parler avec des nouveaux potes. Je trouve qu'il faut rencontrer les potes de ses potes. Je trouve que la vie, c'est le mouvement. Le truc, c'est que moi, j'aime bien faire les mouvements à mon rythme et à ma façon. Donc très souvent, je crée mes propres mouvements qui sont parfois un peu solitaires, mais ça les empêche pas d'être très précieux pour moi. Tu vois, je crée du mouvement dès que j'en ressens le besoin. Et dans cette vie de thérapeute que j'ai aujourd'hui, je ne dépends de personne et je me crée ma vie de rêve. Tu vois, si j'ai envie de bosser tôt le matin, je bosse tôt le matin. Bien sûr. Parce que c'est le printemps et l'été, qu'il fait jour hyper tôt, et que du coup j'ai envie d'ouvrir mes volets, tu vois, et de me faire des salades de fruits, et de bosser hyper tôt, et de faire du pilates le matin. Par contre, moi, l'automne, tu me parles pas le matin. L'hiver, je ne suis pas une personne normale avant 10h du mat. Tu vois. Et donc, je me laisse vivre dans une vraie saisonnalité. Moi, je sais que la PAO du 1er mai n'est pas la PAO du 1er août et n'est pas la PAO du 1er décembre. Et je me laisse être ce que je suis en fonction des saisons. Et c'est ok, en fait. A priori, on est la seule espèce à pas le faire. Hein. Tu vois, à s'autoriser à ne pas le faire. Et c'est pour ça que je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui parce que c'est ça, pour moi, t'es une bouffée d'air frais dans un monde si cloisonné qui a une façon de penser et qui, dès que ça sort un peu du cadre ou dès que t'es un peu déprimé, en fait, on perd panique parce que non, il faut toujours être wouh, super, tout va bien, nanana. Et puis, soit dans ta routine, c'est super. Et toi, tu t'autorises, en fait, à juste être dans le moment présent et à te dire, en fait,
ce que là, comme tu me vois aujourd'hui, bah, peut-être après-demain, je serai plus comme ça, mais c'est ok, tu vois. Mais toi aussi. Et moi aussi. Et c'est un mensonge très bizarre que de chercher à le nier. Il n'y a rien de plus mouvant que la matière humaine. C'est vrai. On est quand même globalement constitué de flotte. Il n'y a rien de plus mouvant que ça. Moi, ma peau, telle qu'elle est maintenant, elle n'était pas comme ça il y a une semaine, elle ne sera pas comme ça dans une semaine. Tu vois, tout change en fonction de ce que tu manges, de ce que tu respires, de ce que tu mets sur toi, du temps qui passe. J'ai l'impression que tout ce qu'on vit nous traverse. On est quand même une matière extrêmement imbibée, tu vois. Pour moi, on est tous des éponges. Que tu passes la journée chez toi ou que tu passes la journée dehors, ça va pas t'apporter la même énergie, ça va pas te traverser pareil. Avec qui tu parles, bien sûr. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes à la télé, quels sont tes traumas, quelles sont tes peines, quelles sont tes inspirations, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu bois assez d'eau, est-ce que tu es créatif. Pour moi, on transforme ce qu'on est en permanence. Là, la Pao 29 ans, c'est une version de moi extrêmement temporaire. Parce que c'est pas la même que celle que j'étais il y a 6 mois ou il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3, ou il y a 5, ou il y a 10. Je pense que on change en permanence et que c'est extrêmement beau d'être à l'écoute de ces changements. Moi, je suis très sensible au concept de saisonnalité. Je pense qu'on ne peut pas se demander d'être la même personne 365 jours par an. Je pense qu'il y a des saisons qui sont très yang, où tu as envie d'être dans l'expansion, de rencontrer du monde, d'être dehors, d'être en terrasse, de construire, bâtir. Tu fais appel à ta guerrière intérieure. Et il y a des saisons, mais tu as envie d'être chez toi, avec ton plaid, ta série, ton plat de pâtes, ton parmesan dessus, ton verre de vin blanc et ciao. On t'a préparé un petit jeu. Mythe vs réalité par rapport à ton métier de tarologue. Mythe ou réalité, on te prend pour Madame Irma? Réalité. Réalité. Ouais, tu m'étonnes. Mythe ou réalité, on pense que tu fais tes consultations avec une boule de cristal. Mythe. Ok, on te l'a jamais fait en mode quand même. Non. Ou la blague un peu, tu sais, facile en mode en soirée, en mode ah, et ta boule de cristal, elle va bien? Oh bah si, une petite blagounette, ça a dû arriver, c'est très probable. Mais moi, je te parle dans mon rapport avec mes clients. Non, on sait qu'on est là pour faire du développement personnel. Bien sûr. Mythe ou réalité, quand t'es en soirée, les gens te posent des questions sur leur vie, genre elles veulent absolument à chaque fois tout savoir en mode dis-moi ça. Réalité, quand je vais à une soirée de copines et que j'ai pas mon tarot dans mon sac, c'est une catastrophe. Les gens le prennent comme un affront. Genre, ah bon, mais tu ne tires pas les cartes? Bah non, toi tu vas pas me faire une com gratos pour ma boîte. Toi, tu vois, j'avoue. Non. Enfin, tu vois, les autres professions, on leur demande pas de le faire à un dîner de potes ou pendant des vacances quand t'es sur ton transat. Tu vois. En réalité, à mort. Ok, Paulina, mythe ou réalité, il faut absolument avoir un don pour exercer cette profession. Mythe. Il faut avoir de l'empathie. Il faut avoir 2-3 petites notions de psychologie, c'est mieux. Il faut aimer les gens. Il faut avoir le goût de la conversation. Il faut se former au développement personnel, se former avec le support que tu veux, mais avoir clairement des outils en tête que tu vas pouvoir mettre à disposition des gens. Il faut avoir beaucoup de douceur, il faut avoir un cœur généreux. Et dans tout ça, je n'entends pas un don. J'entends des traits de caractère, j'entends des choses qui peuvent être déjà là de base en toi et que tu peux muscler. Et donc il faut les développer en amont avant de lancer ton activité. Tu peux aussi faire tes armes sur ton entourage proche. Il faut trouver sa juste posture de thérapeute, mais moi j'estime pas que j'ai un don pour faire ce que je fais. Mais donc pour toi, ça peut s'apprendre. Je veux dire, même d'un point de vue, à part là tous les traits de caractère, effectivement, qui... Pour moi, voilà, il y a une base que tu dois avoir naturellement et que tu peux être amené à développer. Mais typiquement, comme tu disais, le tarot, moi je connais le tarot par cœur et chaque carte, je pourrais en parler 4-5 heures. Ça, par contre, c'est la seule chose que tu as appris, entre guillemets. Et que... Pour moi, c'est un peu comme une plante. D'accord. Est-ce que tu peux faire pousser une plante dans toutes les terres? Pas vraiment. Mais si tu prends une terre à peu près correcte, tu vois, tu vas pouvoir faire pousser ton truc. Bien sûr. Et l'idée, c'est partons d'une bonne base. Et si tu travailles le truc et que tu es patient et que tu fais pousser ta graine, bien sûr, elle va germer. Tu vois. Tu formes, toi, des personnes qui souhaitent apprendre le tarot ou... J'ai fait des cours
au travers d'un collectif de thérapeutes qui s'appelle Sisters Astro, pour lequel je travaille depuis 2 ans. C'est une collaboration que j'aime d'amour et que je soigne, que je bichonne vraiment parce qu'il y a plein de thérapeutes un peu magiques de ce côté-là. Via Sisters Astro, j'ai eu l'occasion de former des gens au tarot, mais pas dans le but qu'ils deviennent tarologues, dans le but qu'ils puissent en faire une application personnelle dans leur vie de tous les jours, qu'ils puissent avoir un tarot dans leur tiroir, qu'ils pourraient dégainer s'ils ont besoin de chercher un message, chercher de l'apaisement, chercher une approbation, une validation, un symbole. Ah bah tiens, on me propose telle option, qu'est-ce que le tarot en dit? Ah, oui, en effet, ça m'amène à une réflexion que je trouve intéressante, tu vois. Mais je forme pas d'autres professionnels. Ok. Dernière question, Pao, es-tu prête? Est-ce que tu es en PLS quand Mercure rétrograde? Bon, non. Mythe. Non, parce que au final, ça t'amène à penser ta communication différemment. Pas mal. Pas mal. Genre, ne mets pas les pieds dans le plat. Bien sûr. Vas-y avec tact et subtilité. A priori, c'est plutôt pas mal. C'est quoi les petits tips que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent quand Mercure rétrograde? Voilà, c'est devenu un petit peu une blague, mais concrètement, ralentir le rythme. Ralentir leur débit de parole. En attendre un tout petit peu moins d'eux-mêmes. Se dire, ça, je devais le faire aujourd'hui. Ça peut prendre 2-3 jours, c'est pas grave. D'être plus indulgents avec leur propre productivité. De chercher la qualité plutôt que la quantité. De faire remonter à la surface des sujets du passé qui étaient un peu bloqués en stand-by. Et de se dire, bon, pourquoi c'était bloqué? Est-ce que ça peut pas être débloqué maintenant? Je leur conseillerais de ne pas prendre des décisions trop symboliques, trop importantes pendant la période Mercure rétrograde. Parce que souvent, dans ces périodes-là, on n'est pas suffisamment ancré pour faire des gros choix de vie. Donc plutôt de laisser la réflexion décanter, mûrir, laisser les choses mûrir. Extra self-care. Extra sommeil, extra j'éteins mon téléphone quand je ressens le besoin, hydratation, journaling, méditation. Voilà, c'est une période de ralentissement. Si demain une personne souhaite devenir tarologue, donc exercer ton métier qui est vraiment passionnant, je dirais que c'est une très bonne idée. Quel est vraiment, mais d'une manière très simple, tu vois, en 2-3 mots, le ou les conseils que tu lui donnerais à cette personne? Alors, le premier conseil, ça serait de faire, dans un premier temps, autant de travail possible sur elle-même avant de se lancer dans ce métier, pour ne pas projeter sur les clients futurs des traumas, des névroses, des bagages qui t'appartiennent, qui n'ont rien à voir avec la personne qui vient de consulter. Donc, mon premier conseil, c'est de faire table rase d'un passé qui t'encombre, de déposer des bagages trop lourds, de t'assurer d'être dans la meilleure santé mentale possible pour pouvoir accompagner des personnes qui cherchent à améliorer leur santé mentale. Je conseillerais d'assainir ton propre terrain pour pouvoir ensuite y accueillir des gens sans leur projeter des choses qui t'appartiennent et qui ne les regardent pas. Pour moi, ce premier conseil, c'est une clé monumentale parce que je pense que quand on n'a pas travaillé sur soi, on n'est pas un bon thérapeute. Est-ce que t'irais voir en pleine conscience un thérapeute foldingue? Non, tu n'irais pas. Parce que tu estimes que sa vision du monde va encore plus t'enfoncer dans les problématiques que tu ressens. C'est vrai. Et il n'y a pas écrit sur la plaque d'un thérapeute « je suis foldingue ou pas ». C'est de ta responsabilité de faire ce ménage très fort au début avant de te lancer dans cette profession et de le refaire très régulièrement pour t'assurer que quand une personne vient te voir, tu saches te positionner de la bonne manière. Tu vois, moi, je sais que j'ai besoin de faire beaucoup de yoga. Je sais que j'ai besoin d'être beaucoup seule. J'ai besoin de beaucoup éteindre mon téléphone quand je travaille pas. J'ai besoin de dormir une tonne. Si je peux me faire 9 heures par nuit, sincèrement, je le fais. J'ai besoin de ce sommeil pour encaisser tout ce que, tu vois, pour récupérer. Je sais que j'ai besoin d'aller me faire des week-ends en Normandie où je ne bosse pas et où je suis dans la nature et de sortir des murs
Je sais que j'ai besoin de me sentir protégée par mon mari. Je sais que j'ai besoin de parler avec ma mère. Je sais que j'ai besoin de rigoler avec mes sœurs, avec mes copines, avec mes potes en général. J'ai besoin de tout le temps prendre soin de moi, de faire en sorte d'être la meilleure PAO possible pour proposer la meilleure PAO à mes clients. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui se laissent glisser dans un truc où ils règlent aussi un peu leur propre compte au travers de leurs clients. Ou alors ils se positionnent dans un truc qui n'est pas la meilleure posture. Là, c'est des copains qui se parlent, mais il n'y a pas un rapport de thérapeute et de personne qui vient chercher un savoir-faire, ou tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est la première chose que j'ai envie de te dire. Ta phrase, oui, c'est vraiment la phrase avant de prendre soin des autres. Prends soin de toi, en fait. Ouais, voilà, assainis-toi d'abord avant de chercher à guider les autres. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Effectivement, il y a plein de choses qui, j'imagine, arrivent. Vivement la suite. J'aimais bien ce que tu disais pour la suite. Moi, j'espère que je vais écrire d'autres livres qui, cette fois, ne seront pas des fictions, mais qui seront plus des livres basés sur la thématique du développement personnel, le soin de soi, la connaissance de soi. Ça me plairait beaucoup, beaucoup d'écrire des petits manuels pour des gens qui ont envie de travailler sur eux-mêmes et qui sont complètement perdus dans le processus. J'espère que je vais pouvoir trouver le support juste pour travailler avec des enfants. Parce que je tire pas les cartes à des enfants, évidemment. Je tire les cartes à partir de 17-18 ans. Et j'aimerais bien trouver un support pour proposer de la thérapie aux enfants. Parce que je suis folle amoureuse des enfants. J'adore les mômes, j'adore leur vision du monde, j'adore leur façon de formuler les choses. Et j'aimerais beaucoup pouvoir proposer une forme de thérapie très très douce aux enfants, comme j'aurais aimé que moi on m'en en propose quand j'étais petite. Donc j'aimerais bien que ça passe par l'art ou que ça passe par, je sais pas, la conversation ou le jeu, ou inventer peut-être mon propre support, tu vois, pour donner des bases thérapeutiques, des bases de connaissance de soi. Surtout, j'ai envie de te dire, des bases de gestion émotionnelle aux enfants. Parce qu'un enfant qui a des bases de gestion émotionnelle va être un adulte tellement plus serein, tellement plus agréable dans sa vie de tous les jours avec les autres, tu vois. Tellement plus détendu dans sa notion du succès, de l'abondance, tu vois. Et enfin, j'aimerais bien créer mon propre podcast. Ou ouvrir un lieu. Ouvrir un lieu dans lequel il y aurait plusieurs thérapeutes différents, avec plusieurs approches différentes, et que tu puisses venir en disant, je sais pas quelle approche il me faut, que justement on puisse te diriger vers l'outil qui va le mieux te correspondre, que ce soit, tu vois, une sorte de lieu d'apaisement où tu peux aller prendre soin de ton corps, prendre soin de ta peau, prendre soin de ton mental, réparer ton passé, mieux comprendre ton présent. C'est incroyable. Et préparer ton avenir, tout ça dans un même lieu. Incroyable. Un lieu qui t'aide à être la meilleure version de toi. Trop bonne idée. Écoute, on te souhaite, mais vraiment du fond du cœur, que tout ça se réalise. Peut-être pas tout en même temps. Et que tu utilises ta créativité vraiment pour nous sortir des lieux comme ça. Enfin, en tout cas, nous, on sera les premières à venir, ça c'est sûr. Important aussi pour les gens qui veulent te suivre, ils peuvent te trouver du coup sur Instagram. La meilleure chose à faire, c'est de se connecter à mon compte Instagram, de s'abonner. Tarologie PAO, Tarologie avec un Y, petit clin d'œil New Orleans. Voilà. C'est un compte Instagram sur lequel on peut me contacter, je regarde toujours mes messages. On peut avoir l'adresse de mon cabinet si on souhaite prendre rendez-vous, il y a les tarifs de mes consultations et je poste pratiquement tous les jours des conseils de bien-être. Des guidances sur les périodes du moment, des conseils pour prendre soin de soi, plein de petits tips qu'on peut lire comme ça sur son feed Instagram et qui font un peu de bien pendant 30 secondes. Donc ça peut être quelque chose qui vous accompagne un peu au quotidien. Génial. Et de toute façon, on va remettre ton compte Instagram sous la description. Écoutez, on va conclure ce podcast. Si vous êtes restés jusqu'au bout, félicitations. C'était une épopée là, cet épisode. C'était une épopée. On a embarqué avec toi, mais encore une fois, vraiment un immense merci pour ta générosité, pour ta fraîcheur en fait, parce que vraiment c'est a wrecking ball, comme on disait. Paillettes.
Et notre petite paillette, ouais, t'es notre petite paillette bleue. Je vais rougir là. Ouais. Non, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Et bah du coup, bah n'hésitez pas à vous abonner donc à notre chaîne YouTube et nous écouter du coup également sur Spotify, à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé évidemment cet épisode. On vous retrouve du coup pour de prochaines aventures dès mardi prochain et le dimanche en toute intimité entre sœurs. Exactement. Et pour finir, on se demandait, est-ce que tu as un petit check, une petite vibe de, tu vois, un petit, une petite vague Une petite vague. Allez, vas-y, on se fait une petite vague. Elle démarre de là-bas ou de là-bas? Allez, vas-y. Ok. Allez.